Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entourloupe dans l'Azimut, dédié ce mois-ci à Miami Vice de Michael Mann. Je suis toujours en compagnie bien sûr du compère, co-créateur de cette Entourloupe. Bonjour Stéphane. Bonjour Antoine. La forme, tu vas bien ? Oui, on essaye. Pour Miami Vice, il faut l'être, quoi. Et alors ce mois-ci, sonnez les trompettes, là c'est le triomphe romain. Cher ami, présentez-vous. Bonjour les amis, moi je suis Alexis Roux, journaliste cinéma à SoFilm, chroniqueur dans l'émission Pardon le cinéma, et aussi rédacteur pour Le Grand Oculaire, site dont je vous conseille vivement la lecture. Voilà. Tout à fait. Donc là, vous l'avez entendu, là il y a du pro qui arrive dans l'Entourloupe, Stéphane. C'est... Ah bah on monte en gamme, quoi. Là, et attention, on dit ça, Denis, idole, Bastien, idole, on vous embrasse, mais les gars, là on a du pro qui vient, et c'est très, thématique, on va dire, avec l'épisode d'aujourd'hui. Ils l'ont déjà mal pris. Bastien et Denis, Attends, pas du tout. Ce sont des grands professionnels et c'est vraiment thématique aujourd'hui, puisqu'on va parler de mecs qui taffent avec Miami Vice. Et ben là, on a un taffeur du podcast game français. Mais avant ça, les gars, avant de parler de boulot et de choses dures de ce monde contemporain, est-ce que vous avez maté ou joué à des trucs sympas récemment ? Ouais, je me permets de commencer, si c'est bon pour vous les gars. Commence. Bon déjà, avant toute chose, une petite question préambule, parce que j'aimerais quand même un peu comprendre comment ça fonctionne ici. Qui est Entourloupe ? Qui est l'Azimut dans le duo ? Ça, c'est une vraie question. Qui est dans qui, quoi, histoire d'être franchement, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des humeurs. On se partage un peu le truc. C'est comme sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, où déjà certains d'entre vous nous ont envoyé des messages. On laisse le mystère de savoir qui répond. À vous de deviner en fonction des expressions usitées, n'est-ce pas ? Ouais. Mais non, on se partage la casquette, quoi. Bah écoute, moi en tout cas je suis très content d'être là. C'est notre grand plaisir de te recevoir. Qu'est-ce que j'ai vu récemment ? Il se trouve que je me suis un peu remis à ma télésérie. Ça faisait un moment que j'avais T'avais arrêté, ouais. Ouais, bah c'est chronophage quand même. C'est super chronophage. Ouais. Déjà que j'ai du mal à faire de la guitare ou les jeux vidéo. Alors si je dois me rajouter les séries dedans, c'est la merde. Mais j'ai quand même réussi à en mater un peu, et je me suis maté deux séries, une plutôt récente et une autre qui commence à dater un peu. J'ai maté d'abord The Marvelous Mrs. Maisel, qui est une série exclue Amazon Prime. Qui raconte l'histoire d'une femme au foyer juive dans les années 60, début des années 60, qui se fait larguer par son mec et qui va se lancer dans une carrière de stand-upeuse. Ok. Et c'est carrément la série, je pense, a été conçue pour concurrencer Netflix, parce que la direction artistique est juste gigantesque. Il y a des décors de malades partout, il y a des costumes de fous. Enfin, vraiment, ça a coûté un pognon de dingue. Et je pense qu'il y a vraiment l'idée de faire une espèce de véhicule promo pour Amazon Prime. Mais le fait est que la série est super fun, super charmante. Le concept est vraiment intriguant, et c'est assez souvent filmé en plan séquence. Ça se base sur une histoire vraie ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais il y a quelques personnages de vrais stand-uppers qui font des apparitions dans le lore de la série. Mais non, moi c'est une série qui m'a beaucoup plu. Et puis la deuxième qui commence à être un monument de la pop culture récente, c'est Fringe. Ah ouais, ok. T'es replongé dedans du coup, moi je connaissais pas du tout. Moi, je découvre Fringe, et c'est vraiment c'est X-Files meets Michael Bay, quoi. C'était sympa Fringe, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas rematé Fringe, mais à l'époque j'avais surkiffé. Ouais, mais tu vois quand même le talent de scénariste et de concepteur de J.J. Abrams, parce que c'est assez fou d'arriver en un seul épisode à poser toute une gamme de personnages qui en plus sont des personnages vraiment atypiques et étranges, et à tout de suite créer un truc familier pour le spectateur. Mais c'est vraiment X-Files avec Michael Bay dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est des scénarios de SF fantastiques et tout, mais c'est bourrin, quoi. C'est les grosses opérations du FBI et les grosses scènes d'action et tout. C'est pas la même ambiance que Mulder et Scully, quoi, mais je trouve ça vraiment cool, hein. C'est vrai que c'est très spectaculaire de mémoire, avec des personnages hyper attachants. Je me souviens du père, je crois, qui est le docteur un peu foufou, là. Le docteur Bishop. Bishop, c'est ça. Ouais, docteur Bishop. Ouais, c'est complètement cool, ça. Ouf. Et est-ce que t'es arrivé au bout ou pas de la série ? Non, mais je suis même pas arrivé au bout de la saison 1, pour te dire. Ah d'accord. Non, mais parce que là, tu vois, actuellement, j'ai à nouveau plus le temps de regarder, donc j'ai planté Fringe et Mrs. Maisel depuis 2 semaines là, mais c'est des formats. Alors sur les deux séries, Mrs. Maisel, c'est quel format à peu près ? C'est du 1 heure, je crois que c'est du 50 minutes par épisode, et Fringe est un
tout petit peu en dessous. C'est ça, du mais t'as 45, beaucoup plus d'épisodes par saison, j'imagine, dans Fringe, non? C'est à peu près équivalent, je crois. Fringe, ça doit être une douzaine d'épisodes par saison. Et d'accord. Mrs. Maisel aussi, je crois. Mais Parce qu'on a parlé le mois dernier, on a parlé de Smallville. Smallville, par contre, je l'ai toujours pas fini, d'ailleurs. Il y a une chier d'épisodes. Ah bah c'est c'est à l'ancienne, hein, c'est les années 2000, c'est 22 épisodes par saison et c'est du 45 minutes l'épisode. C'est chaud, hein. Donc c'est toujours le fil rouge, hein, je précise vite fait comme ça, je suis saison 7, hein, milieu de saison 7. Je pense que j'aurais pas fini avant, en 2022, j'aurais pas fini, je pense. Mais donc 2 séries, alors vraiment pour le coup à des spectres très, très éloignés quoi, de genre. Quoi. Tu t'as parlé d'Amazon Prime pour Mrs. Maisel, c'est sur quelle plateforme Fringe C'est sur Amazon Prime. Ah, sur Amazon Prime, on peut le voir sur Amazon Prime aussi, ou vous pouvez, si vous voulez, acheter les coffrets Blu-ray. Je sais plus combien il y a de saison 5, non ça s'est fini un peu plus que ça, c'est vrai. Ouais, je crois que ça monte à 8 de mémoire, mais mais en fait c'est toujours le truc avec J.J. Abrams, c'est qu'il développe des séries. Et au bout de 2-3 saisons, il en a marre, donc il se barre. Et à partir de là, en général, la série devient merdique. Donc j'attends le moment où Fringe va devenir un peu nul. Mais il a fait ça avec les films aussi, avec Star Wars. Il a fait ça avec Star Wars aussi. Attention, messieurs. Vous savez qu'on a des problèmes avec les digressions. Il faut pas sortir les haches comme ça. C'était pas une digression, c'était un petit missile perdu. Voilà, c'est pas grave. Et donc, ok, on a donc pas mal de saisons. Ouais, est-ce que la fin, je me souviens ça avait été assez controversé. Enfin, les fans demandaient d'autres saisons, etc. Enfin, comme on le voit souvent d'ailleurs, hein, des conflits entre producteurs quelque part, et fans. C'est pas anodin que le modèle de Fringe soit X-Files. X-Files est probablement l'une des séries avec la fin la plus frustrante ever, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 fins. Il y a eu la saison 9 au début des années 2000 qui se finissait, mais vraiment en queue de poisson, où quasiment aucun enjeu n'était résolu. Et puis après, ils ont fait la saison 10, qui se voulait déjà être une semi-fin et qui terminait pareil, un peu n'importe comment. Et j'ai pas vu la saison 11, qui elle est bel et bien la dernière, mais il paraît que c'est vraiment, vraiment pas ça, quoi. Je balance un missile, désolé les gars, mais j'ai jamais vu X-Files, quoi. Je connais pas du tout. Pareil, et c'est un dossier à régler. En effet, hein. C'est vraiment très très bien. Vous savez quoi les gars, on le pose là, voilà, ça sera dans l'air. La graine est plantée. Exactement, un épisode X-Files un jour, moi je serais grave chaud parce que c'est vraiment un truc que je connais pas du tout, qui a marqué complètement les années 90 et comme on le voit avec Fringe, toute la pop culture des années après, quoi. Ouais. Et ça serait mortel de regarder ça. Donc, coup dur pour nos emplois du temps, mais tu nous conseilles deux super séries. Ouais. Si vous avez le temps, n'hésitez pas. Ça marche. Dans le genre chronophage, je crois que Stéphane, t'as un truc à nous proposer qui est pas mal aussi. Mais d'ailleurs, je te rejoins sur un point, c'est que je suis très dans la... X-Files était un dossier que je veux régler et je suis très dans la démarche de régler d'anciens dossiers de vieilles séries cultes. Et d'ailleurs, dans l'objectif de cette émission, je me suis plongé dans Miami Vice, la série. Je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on va y revenir après. Et c'est un gros dossier, mais quand j'aurai fini, parce que il y a 4 saisons, je m'étalerai peut-être un peu plus sur la série en elle-même. Et voilà. Non, là, aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, alors c'était un événement qui a été très médiatisé, c'est il y a 2 ans. À peu près, moi je voulais une grosse tollée vidéoludique, c'était Cyberpunk 2077, ça me tient très à cœur de vous en parler, parce qu'on connaît tous l'état catastrophique dans lequel s'est déroulée la sortie du jeu, le développement, la sortie. Oui. C'est le cas. On va juste préciser ce qu'on dit, qu'on connaît tous, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne sont pas joueurs ou joueuses. En gros, voilà, c'était un jeu très attendu. Extrêmement attendu. Développé par le studio polonais CD Projekt, qui a développé la série des Witcher à grand succès. Et jeu extrêmement ambitieux, qui allait tout retourner, etc. Très, très ambitieux, et dont la sortie s'est déroulée, mais en gros, dont les copies sur les consoles les plus faibles étaient absolument injouables, on pourrait dire, quoi. Et c'était mon cas. J'ai joué sur la PS4, première génération. C'était terrible. Voilà. C'était fin 2020. Je sais plus à quel confinement de Covid on était. C'était le truc qu'on attendait. Ça m'a plongé dans une déprime terrible. Vraiment, pour moi, je suis bon client. Je me disais, non, mais ça va, les gens font des caisses. Faut préciser que t'es quand même, t'es un CD Projekt fan hardcore, quoi. Absolument. Mais, et c'est surtout, je me suis dit, non, mais ça va, oui, c'est sûr, ce sera moins bien que sur PC ou sur les nouvelles consoles, mais voilà, quand même. Et au bout de 2 sessions, j'ai fait, c'est pas possible, c'est injouable. C'était terrible. Les hélicoptères dans le ciel, on aurait dit de l'impressionnisme. Enfin, voilà, c'était vraiment terrible. Le jeu est sorti dans un état catastrophique. Catastrophique. Ça a propulsé ma démarche pour me procurer une console nouvelle génération, ce que j'ai réussi à faire 2 mois après. J'ai pu jouer au jeu, etc. Voilà. Moi, ce que j'avais juste envie de dire, c'était...
de réévaluer le jeu maintenant. C'est-à-dire, oui, ce qui s'est passé, c'était catastrophique. C'est pas un exemple qu'il doit y avoir, d'autant que maintenant, c'est seulement un an et demi après qu'il y a une version vraiment stable du jeu next-gen qui est sortie, et c'est très bien. Mais voilà, c'est pas un exemple qui doit être suivi dans l'industrie, on cautionne pas ça. Mais maintenant, moi, je tiens vraiment à parler du jeu en lui-même, parce que c'est ça qu'on a tendance à vite oublier aujourd'hui, avec et à juste titre, hein, vraiment, j'ai tapé moi le premier sur CD Projekt. Mais voilà, maintenant, moi, c'est le jeu en lui-même, vraiment, j'encourage les gens à ne pas lui fermer la porte. Et je pense que je suis pas le seul à dire ça, hein. Le jeu a quand même une bonne presse, mais vraiment c'est une aventure que et en plus que je trouve qu'il est un peu dans la thématique de notre émission d'aujourd'hui. D'accord. Sur certains aspects, notamment la ville qui est au centre des choses, un aspect mélancolique, etc. Mais voilà, vraiment, vous fermez pas à Cyberpunk 2077, c'est une histoire formidable, prenante, dans laquelle vous êtes immergé à fond. Ça n'invente pas spécialement rien, mais il y a c'est formidablement écrit, il y a toute une thématique intéressante. Enfin, vous, le joueur qui est un mercenaire dans une ville complètement décadente, dans le futur, dans un futur dystopique, etc. Je pense que voilà, le jeu est quand même connu, j'ai pas besoin de trop vous le présenter, mais voilà, vous êtes vous, le joueur, vous êtes bouffé par une espèce d'entité numérique dans votre cerveau qui a les traits d'un ancien activiste terroriste interprété par Keanu Reeves, qui bouffe à peu votre identité tout au long du jeu, et il y a toute une question tout au long du jeu sur ce lien, on veut rejeter cet être de notre tête pour survivre, et en même temps on commence à avoir de l'empathie petit à petit tout au long de l'aventure pour lui, parce qu'on comprend les actes qu'ils ont décidé à faire, tel truc, etc. Vraiment, la manière dont c'est fait, c'est génial. C'est un jeu bavard et aucun dialogue n'est chiant. Pourtant, tout est à la première personne, hein. Et je pense à certains jeux où vraiment vous avez des dialogues à la première personne, c'est juste enfilage de perles, de perles, c'est face, ça bouge pas. Là, c'est vivant. Votre personnage est dans un bar, il va interagir avec tous les objets, etc. On se croit dans un film. Le roleplay est à son maximum. On s'imagine des tas de trucs. C'est un jeu qui a ses défauts. Il a été trop ambitieux, quoi. Il y a 3 origin story, mais ça n'inclut que sur des petits choix de dialogue. C'est sur le début du jeu, non, vraiment que ça. Oui, vous avez un prologue différent, mais c'est tout. C'est ça, c'est le prologue, tout, exactement. Et quelques lignes de dialogue différentes dans le jeu. Okay. Donc en fait, voilà, c'est plus ce que vous allez vous raconter dans votre tête avec ces origin story. Voilà, la conduite n'est pas non plus la meilleure, parce qu'il y a GTA V qui est passé par là, qui a tout ravagé. Voilà, mais par contre, c'est un jeu dans lequel l'immersion pour moi est totale. C'est-à-dire que rouler dans Night City, c'est un plaisir extraordinaire. Déjà, les choix musicaux sont géniaux, le sound design des véhicules, en fait, tout ça fait passer les petites faiblesses du jeu. Et l'immersion est complète. On se raconte des tonnes de trucs. Et ça, c'est un truc que je recherche vraiment dans les jeux, que je trouve de moins en moins, que c'est de plus en plus rare. Et plus l'aventure va s'avancer, moi j'ai fait le jeu 2 fois jusque-là, et une mélancolie terrible qui s'empare plus vous approchez de la fin, parce que vous savez que tout est fini. Ouais. C'est une histoire à choix multiples. Vers la fin du jeu, il va y avoir plusieurs fins qui s'offrent à vous. Aucune d'elles n'est vraiment réjouissante, quoi. Il y aura, voilà, c'est soit, enfin voilà, je vais pas faire de truc, mais soit vous avez l'option de pouvoir vous rebeller, mais ça aura des conséquences, soit vous devez hélas vous ranger dans la file, et c'est tout aussi aigre et horrible, quoi. Vraiment, le jeu a un truc qui vous prend aux tripes, et vraiment, je conseille vivement aux gens de pas fermer la porte, et je pense, et c'est ça qui me tient à cœur, c'est vraiment aujourd'hui de se concentrer vraiment sur l'œuvre, qu'est-ce qu'elle offre aujourd'hui, et c'est ça qui m'importe, quoi. Et encore une fois, les conditions dans lesquelles il est sorti, on ne doit pas les oublier, bien sûr, quoi, mais maintenant, oubliez tout ça. Il y a eu du boulot de fait par CD Projekt, bien sûr. Et c'est vrai que c'est tout à fait pertinent de ta part de remettre une pièce entre guillemets pour dire ne l'oubliez pas, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus ce bruit médiatique terrible qu'il y avait eu à l'époque. Il suffisait qu'on soit joueur ou pas, d'ailleurs, tu ouvrais Twitter ou n'importe quel réseau, c'était... Enfin, vraiment, la communauté, pour le coup, de joueurs avait... Non, c'était un peu vécu parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions vidéoludiques dans le genre à l'époque, mais ça a été un peu la goutte de trop, parce que CD Projekt avait cette réputation de fait par des joueurs pour les joueurs, et ils ont merdé, donc non, s'il vous plaît, pas vous, quoi. Et juste d'un point de vue pragmatique, aujourd'hui, si, admettons, un auditeur qui n'a pas de PlayStation 5 ou de Xbox Series X ou de PC de ouf veut y jouer,
genre sur PlayStation 4, etc. Est-ce que tu sais si les versions sont correctes ou ils ont amélioré quand même un peu les trucs? Je crois que c'est amélioré, que c'est mieux qu'à l'époque, mais que ça restera vraiment pas idéal. Donc c'est un jeu de nouvelle génération. C'est un jeu de nouvelle génération qui a été un peu forcé dans les anciennes générations. C'est ça, c'est le problème, c'est qu'il est né à une période hybride. C'est vrai. Il est arrivé vraiment entre les deux, quoi. Enfin, quand les nouvelles générations. Le problème, c'est qu'ils ont communiqué sur le fait, oui, ce sera un jeu pour toutes les générations, mais pas du tout en fait. Mais c'est fou à quel point il y a quand même, en assez peu de temps à l'échelle de l'industrie du jeu vidéo, il y a 2 studios qui se sont ramassés techniquement, et pourtant c'est des studios historiques, c'est CD Projekt et Rockstar, quoi. Parce que Rockstar, ils avaient sorti la trilogie remasterisée de GTA, qui sur le papier est un projet simple. T'as juste à lisser les textures, corriger 2-3 trucs de gameplay, et tu ressors les jeux et les gens vont se ruer dessus. Et il y avait des trucs aberrants, les graphismes étaient hideux, il y avait des bugs de jouabilité qui n'existaient pas dans les jeux d'origine. Enfin, il y a un truc. C'est vrai que dans les 2 cas, tu as de la déception. Il y a, cependant, je me permets juste, il y a une différence, ça va être dans l'ambition, si tu veux, du projet. Ouais. Et c'est là où Rockstar a déçu aussi, c'est que Rockstar, ils assurent sur des gros trucs et tout, donc tu te dis, mais sur un remaster, ça va être finger in the nose, et pas du tout. En fait, ils ont pris le truc complètement en plus, ils l'ont délégué, je crois. Ouais, exactement, c'est pas eux. Ça nous fait poser des questions quant à l'avenir de Rockstar. Oui, ça on va pas ça partir. serait encore une fois un autre épisode à faire sur un dessus, mais voilà, il y a eu le départ de Dan Houser, c'est ça, qui est parti. Voilà, on sait qu'ils se sont concentrés à fond sur le online de GTA V, qui leur vache à lait, qui leur apporte énormément d'argent. On peut se poser beaucoup de questions quant à l'avenir de Rockstar, mais que j'espère qu'il sera quand même bien. Voilà. Mais en tout cas, Cyberpunk, si vous voulez une aventure immersive, je dis bien immersive, vous voulez vous raconter une histoire et vous voulez vivre une véritable aventure et une évolution, jouez à Cyberpunk 2077. Je crois qu'il y a du DLC qui vient de sortir là. Absolument, en octobre, c'est ça, à l'heure où on enregistre cet épisode, le DLC a été annoncé, quoi. Ah, il a été annoncé, ok. Voilà. Ça arrive tout bientôt 2023, je crois. 2023, ok, très bien. Bon, pas de jeux vidéo, moi, de mon côté, mais une série aussi. Un truc chronophage, mais ça va, ça, c'est encore un petit peu... Enfin, c'est compact, on va dire. Toujours sur Amazon Prime, dis donc. On n'est pas sponsor. Vous n'êtes pas sponsor. Jeff, si tu veux envoyer un petit chèque, n'hésite pas. Jeff le sang. Sur Jeff Twitter. Le sang de la veine, bien sûr. Un petit DM. Le J, c'est le S, quoi. J'ai attaqué une série, mais documentaire, donc, qui s'appelle All or Nothing. En fait, All or Nothing, c'est une série, mais c'est un groupe de séries documentaires sur plusieurs clubs de foot qui va suivre durant une saison un club particulier. Donc là, moi, j'ai dévoré All or Nothing dédié à Arsenal, le fabuleux club londonien, qui suit donc la saison 2021-2022, celle qui vient d'avoir lieu. Et c'est mortel, quoi. J'avais déjà regardé ça, alors je sais plus si c'est sur Netflix pour le coup, si c'était la concurrence qui avait fait ça, sur d'autres clubs. Si vous êtes notamment cuit au football anglais, il y en a plein. J'ai vu ça sur le Leeds de Marcelo Bielsa, j'ai vu qu'il y avait sur Tottenham, sur Manchester City et tout. Et donc là, la nouveauté, c'est Arsenal. Désolé pour les non-sportifs. Et en même temps, je tiens à dire que c'est une des grandes forces de la série. C'est que c'est tellement bien produit, c'est tellement accessible et on va y venir, mais les thématiques sont parfois très universelles, et donc ça fait que je pense que c'est accessible à n'importe quelle personne, quoi. Même des gens qui sont pas forcément attirés par le foot. Un peu comme Formula One, qui ne parlait pas du tout, qui a attiré plein de gens vers... Mais est-ce que comme Formula One, il y a des dramas un peu, bien sûr, un peu préfabriqués Alors préfabriqués, pas forcément. En revanche, accentué par le montage, accentué par la production, clairement. c'est clairement ça. Là, par exemple, pour la saison 2021-2022 d'Arsenal, il y a eu un gros clash avec un joueur qui était leur star. Et on n'en sait pas vraiment plus, il ne rentre pas vraiment dans les détails, mais il y a eu un énorme coup de gueule entre lui et l'entraîneur. Et ça, c'est pas éludé, mais c'est fait de manière très hollywoodienne et tout ça. Donc, les effets, les petites interviews à voix basse et tout. Non, mais je veux pas en parler, no comment, des trucs comme ça. Mais donc, et en même temps, c'est grisant. T'as vraiment l'impression d'être dans les coulisses du fonctionnement d'un club. Et tu vois, la grande qualité, j'en vois deux, notamment pour des gens qui seraient néophytes ou, évidemment, pour les passionnés de foot, cela va de soi. Mais des choses qui pourraient nous attirer, c'est d'un comprendre à quel point c'est un sport d'équipe, mais au sens très large. C'est-à-dire d'interviewer et de voir des métiers
qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les préparateurs physiques, les gens qui s'occupent de la nourriture, les coachs divers et variés, les gens à la tête du club financièrement, les directeurs sportifs. Tu te rends compte que ces mecs-là, après, sont balancés sur un terrain à 11 voilà, sur le terrain, mais que c'est un travail vraiment de tout un groupe. Ça, c'est super. Et le deuxième truc, et là, ça va rejoindre un petit peu le cinéma, je trouve, c'est le rôle de l'entraîneur et le côté show, mise en scène que peut avoir le métier d'entraîneur, en fait. C'est évidemment accentué par la production de la série et le montage et tout, mais notamment le coach qu'on suit là, qui s'appelle Mikel Arteta, qui est un très jeune coach espagnol, qui a pris Arsenal il y a quelques années, a vraiment une pédagogie nouvelle dans la manière de coacher ses équipes, etc. Donc on est très loin du coach qu'on peut imaginer allemand ou italien, hyper strict, tout ça. Là, c'est vraiment un truc très familial, et il a des idées parfois de mise en scène. Mais tu te dis, mais jamais on voit ça au cinéma, même dans un film américain ou quoi. Je sais pas, je vous donne un exemple. Il y a un moment donné, il veut leur montrer, il faut leur faire comprendre que c'est collectivement qu'ils vont y arriver, qu'il faut qu'ils soient tous connectés ensemble pour que la lumière jaillisse. Et en fait, il sort carrément une ampoule reliée à une sorte de générateur ou je sais pas quoi, et il passe vraiment dans le vestiaire devant les joueurs avec l'ampoule, leur mettre sous les yeux, tu vois, pour que la lumière arrive comme ça, il faut que vous soyez tous connectés. Enfin, le mec, il part vraiment dans un délire. Putain. Et tu te dis, mais le gars, il a le sens de la mise en scène, quoi. Et pareil, il va leur passer de la musique, il va leur passer des PowerPoint, mais genre hyper drama et tout, sur leur saison, sur les matchs qu'ils ont fait. Et ouais, du coup, enfin, je sais pas, tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, c'est ça maintenant le rôle d'entraîneur, quoi. On est très loin de l'image d'Épinal, voilà, du mec hyper strict, hyper sévère et tout. On apprend plein de trucs, et en même temps, c'est galvanisant. Pour tout vous dire, je suis beaucoup plus foot espagnol, hein, les proches qui écoutent connaissent ma cuisson totale envers le FC Barcelone, parce que c'est vraiment mon club de cœur depuis tout petit. Donc j'attends avec excitation si Amazon veut bien me faire un All or Nothing Barça, c'est direct. Un All or Nothing sur la Ligue 1, ce serait absolument ça serait mortel. Nous on se disait ça tout à l'heure en antenne, ouais, sur l'OM, ça serait fou. Génial. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'ampoules dans les vestiaires à l'OM. C'est des gros starts. Surtout en ce moment avec Igor Tudor, là, ça envoie de la grosse start. Non, mais c'est vraiment galvanisant et ouais, ça m'a permis de découvrir notamment là le style de jeu d'Arsenal, équipe que je suivais pas du tout, et le travail de Mikel Arteta et tout. Et donc, comme pour Formula One, j'imagine, mais c'est une super porte d'entrée, et tu suis maintenant, je suis un petit peu plus la Première Ligue, et je suis content de les voir jouer et de comprendre un peu. C'est des histoires, c'est comme dans une série classique, on a des parcours de joueurs, on se dit un tel dans la saison 1, il est remplaçant, et puis là maintenant il est titulaire, ça va un peu mieux, machin, et ça c'est vraiment très cool, je vous le recommande vivement, que vous soyez fan de foot ou pas. Sans transition aucune, on va pouvoir passer dans quelques instants à la thématique principale de cette émission, à savoir le fabuleux Miami Vice de Michael Mann. Yeah. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Miami Vice de Michael Mann, c'est notre thématique centrale pour ce mois-ci, et c'est un gros dossier, et un dossier qui nous tient vraiment à cœur, et surtout peut-être surtout Michael Mann en fait, qui est un réalisateur qu'on porte tous les trois dans notre cœur. Mais mon cher Alexis, mais qui est ce monsieur Mann? Ce monsieur même. Ce monsieur homme. Michael Mann, donc réalisateur américain, né en 1943, si ma mémoire est bonne, donc il commence à être un petit peu vieux. Il est reparti en tournage il n'y a pas longtemps, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Michael Mann, il commence sa carrière à la télévision, où il est scénariste. Il va écrire des scénarios pour des séries télé, notamment Starsky et Hutch. Donc un peu la boucle est bouclée avec Deux flics à Miami. Et puis il va passer à la réalisation de films. Je crois qu'il fait un documentaire qui s'appelle Jericho Mile sur un... Alors, Jericho Mile, c'est une fiction. Ah, c'est une fiction. En effet, il fait des documentaires sur la prison de Folsom. Il a fait des documentaires. Je sais qu'il a fait un docu sur mai 68. Ouais, tout à fait. Et non, j'ai confondu avec William Friedkin, qui avait fait un docu sur un condamné à mort. Et lui, effectivement, a fait un film de fiction, Jericho Mile, qui se passe dans une prison, qui était pour la télévision. Exactement. De mémoire. Exactement. Et il va passer au grand écran avec Thief, le solitaire, avec James Caan en 80. Il va ensuite faire La Forteresse Noire, qui va être un fiasco économique total, qui va complètement renier. Encore aujourd'hui, le film est introuvable parce que Michael Mann bloque sa diffusion. Et suite à ce plantage, il va rebondir à la télévision,
où il va produire et superviser de très très près la série donc Deux flics à Miami, Miami Vice. En parallèle de cette série, il va tenter un premier retour au cinéma qui va pas être très concluant, mais qui va quand même donner un film magnifique qui est Manhunter, Le Sixième Sens, qui est la première adaptation au cinéma des histoires de Hannibal Lecter, en l'occurrence de Dragon Rouge. Et puis il y a un premier shift qui s'opère dans sa carrière quand il fait le dernier des Mohicans en 80. Qui est son premier gros succès. Qui est son premier gros succès, qui est un film de commande. D'ailleurs, ça se sent quand on voit le dernier des Mohicans, on sent qu'il n'est pas tout à fait à sa place, mais ça va avoir un gros succès qui va lui permettre derrière de faire ce que moi je considère comme son chef-d'œuvre ultime, qui est Hit, en 95. Hit qui sera pour le coup un succès critique et public total. Et ce qui est rigolo, c'est que déjà à l'époque, il va enchaîner avec un film complètement différent, très inaccessible, presque expérimental par moment, qui est donc Révélation. Film magnifique. D'énorme film dossier, qui effectivement est un très beau film, qui va se ramasser au box-office. Donc il va faire ensuite Ali, biopic sur Mohamed Ali avec Will Smith, qui est un film vraiment intéressant. Et en 2004, il va faire Collatéral, qui est à nouveau un projet de commande, qui va évidemment complètement réécrire et complètement s'approprier, mais qui à la base était destiné à Martin Scorsese, parce que Taxi Driver, donc les producteurs se sont dit Martin Scorsese, c'est un projet qui a beaucoup voyagé, je crois. Collatéral Collatéral a failli être une espèce de semi-remake de Taxi Driver à New York, apparemment à la base, avec De Niro dans le rôle de Tom Cruise, réalisé par Scorsese, quoi. Donc, c'est ça. Bon, voilà. Et le scénariste à la base, en fait, c'était complètement inspiré de Taxi Driver et avait imaginé un changement d'histoire du personnage de Martin Scorsese dans Taxi Driver. C'est qu'il a oui, tout à fait. Ouais. Il devait y avoir un guest de Samina Seri, non aussi. Ça devait être Adam Sandler. Pendant un temps, c'était le chauffeur de taxi. Était, Ce qui aurait été en vrai un choix, quand on voit ce qu'est capable de faire Adam Sandler dans un registre dramatique, je pense qu'il aurait été vraiment bien. C'est vrai. Peut-être même un peu mieux que Jamie Foxx, qui je trouvais pas trop à sa place dans Collatéral. Il est plus dans le film suivant, qui sera donc le film dont on parle aujourd'hui. Exactement. Qui est Miami Vice. Ce qui est rigolo, c'est que, comme je disais, après Hit, il y a eu Révélation qui a été un gros four et qui a un peu mis en danger la carrière de Mann alors qu'il venait enfin d'atteindre le firmament. C'est un peu la même chose avec Miami Vice, parce que Collatéral est un très très gros succès. Miami Vice, lui, pour le coup, va être un four mais colossal. Je crois qu'encore aujourd'hui, c'est le plus gros échec de la carrière de Mann. Il a dû perdre 100 millions de dollars, un truc comme ça. C'est vrai juste pour conclure sur la présentation du monsieur, c'est une valeur d'ailleurs qui est très importante dans Miami Vice, mais c'est sur le temps et le fait que ce monsieur-là, comme tu le dis, il est assez âgé et il a une carrière particulière quand même. On a cité là bien sûr des gros films cultes, devenus cultes maintenant, mais il est né au même moment que des gens comme ce que tu as cité, comme Scorsese, De Palma, Coppola, et il arrivait un peu en retard, quoi. Enfin, il a commencé à faire du cinéma assez tard parce qu'il avait une formation plutôt à la base documentaire. Il a étudié le cinéma en Angleterre, si ma mémoire est bonne, où il a filmé, comme tu disais, un documentaire sur Massa 68. Aux côtés de Ridley Scott, d'ailleurs. Ah oui, il a étudié. D'accord. Okay. Et ça, c'est assez fascinant. Il est arrivé un petit peu en retard, on va dire, par rapport dans l'industrie. C'est un truc sur lequel on reviendra parce que c'est. Moi, j'ai toujours été convaincu que ce truc-là, justement, cette espèce d'anachronisme a complètement contaminé sa manière de caractériser des personnages dans ses films. Mais effectivement... Et technologiquement aussi, le fait peut-être de vouloir rattraper, d'être à la pointe... sûrement. Voilà, c'est des choses très caractéristiques de son art. Donc, pour résumer, pour les auditeurs qui sont peut-être pas très connaisseurs du cinéma américain de l'époque, de grosso modo 1967 jusqu'au début des années 80, il y a donc la période du Nouvel Hollywood. Exactement. Où donc c'est la fin de l'âge d'or, c'est la fin des grands films de studio fastueux, où les producteurs sont les derniers décideurs. Là, il y a vraiment l'idée que ce que veut voir le public, c'est un cinéma qui est dans l'air du temps, qui sort des studios, qui va chercher un peu le réel et qui a une pertinence politique beaucoup plus prononcée. Donc il y a évidemment plein de réals qui vont émerger à cette époque-là, Michael Cimino, Francis Ford Coppola et compagnie. Et le truc, c'est que au début des années 80, avec notamment deux énormes échecs, celui de La Porte du Paradis de Cimino et celui du Coup de cœur de Coppola, qu'en plus il avait produit avec sa propre thune, donc encore aujourd'hui il galère à rembourser la dette de Coup de cœur, ce qui est quand même complètement fou. En fait, le Nouvel Hollywood va s'arrêter et là c'est élection de Ronald Reagan, retour du conservatisme, et là on sort les gros muscles et les grosses sulfateuses, et Michael Mann, lui, il arrive en étant de cette génération du Nouvel Hollywood, et il fait son premier film en 81. C'est ça. Et avec un style, du coup, il va commencer à vraiment s'épanouir dans son art dans les années 80, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il arrive après, et il arrive après, mais il est de la génération, comme tu dis, de ces personnes, de ces cinéastes du Nouvel Hollywood. Mais son cinéma va vraiment se développer vraiment dans les années 80, et aussi son cinéma, mais son art de manière générale,
avec Deux flics à Miami, qui est peut-être un des je sais pas, des piliers. Quand on pense au style des années 80, au style baroque vraiment des 80s, on pense à Deux flics à Miami, quoi. Ah oui, complètement. Tout ce qu'il y a eu, toutes œuvres qui aujourd'hui font faire un truc style années 80, tu vois, même pour sauter, on parlait de GTA tout à l'heure, mais GTA Vice City, c'est absolument cuit à Deux flics à Miami. C'est clair. Dans le complètement. design, Mais complètement. j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que dans Vice City, si tu te tapes les 6 étoiles, il y a la Testarossa blanche de flics à Miami qui commence à te courser, quoi. Absolument. Donc, Incroyable. mais le GTA, c'est un bon exemple parce que le cinéma de Michael Mann a posé des nouveaux standards qui ont été ensuite récupérés partout. Et c'est vrai que sur la question des années 80, à la télévision, avec Deux flics à Miami, il a posé les bases, mais il a aussi participé à les poser au cinéma, parce que Manhunter, c'est le manifeste de l'esthétique, c'est vraiment la vitrine des années 80, même si là, pour le coup, encore une fois, il arrive un peu en retard, parce que juste avant, il y a, déjà en 80, il y a American Gigolo de Paul Schrader, qui est déjà totalement biberonné, les vestes Gucci, les décapotables et tout, et puis en 85, il y a Police fédérale Los Angeles de Friedkin, ça serait presque l'objet d'un autre podcast, mais là, il y a une rivalité, je ne sais pas à quel point elle est saine ou pas, entre Friedkin et Michael Mann sur justement cette paternité un petit peu d'ailleurs, du style années 80. Il a piqué l'acteur principal de Police fédérale pour jouer dans Manhunter, donc William Peterson. Et il pensait mettre Friedkin pour jouer Hannibal Lecter dans il voulait mettre Friedkin. Tout ça pour dire que voilà, on a présenté le monsieur, le Mann, qui est un réalisateur culte, donc comme on l'a dit, en tout cas en 2006, qui a des énormes succès derrière lui, à la fois critique et public. Et quoi de plus normal que d'aller le chercher pour réaliser une adaptation cinéma de Deux flics à Miami, Miami Vice, à une époque où on voit beaucoup de projets de ce genre en fait émerger, quoi. C'est ça, il y a mémoire. Il y avait Starsky Hutch. Oui, avec Ben Stiller, plus en mode comédie, mais c'était peut-être. Oui, voilà. C'était un film de Todd Phillips. C'est Charlie et ses drôles de dames. Quelques années après, l'agence Ce sont des super films. Moi, j'aime beaucoup les deux. Ouais, c'est drôle de dames. C'est kitschos, mais c'est très drôle. Ouais, mais c'est super fun, quoi. Surtout le 2. Le 2 est hallucinant. Mais du coup, parce que Alexis, justement, tu parlais que Miami Vice a été un four, et on peut se poser la question de mais pourquoi ? Parce qu'il y a un budget faramineux, 135 millions de dollars à peu près. Un gros casting, Colin Farrell qui a joué juste avant dans Minority Report, dans Alexandre. On a Jamie Foxx qui est tout fraîchement oscarisé pour Ray. Gong Li, star chinoise. A priori, tous les éléments sont réunis. Série culte, en tout cas, casting. Voilà. Mais on l'appelle, il faut aussi juste préciser, on l'appelle pour faire donc un film un peu dans cette veine de films qu'on a cités précédemment, des adaptations de séries télé. Et donc les producteurs veulent en gros Deux flics à Miami des années 80 au cinéma en 2006, quoi. Et lui, il va prendre tout ça, comme tu dis, un casting de malade, un budget hyper confortable et tout. Et oui, tous les ingrédients pour un blockbuster parfait. Ils veulent ça en tout cas, et il a tous les ingrédients pour le faire. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui est sûr, c'est au sortir des salles, les premiers jours et dès les premières diffusions, il y a des spectateurs, qui soient kidam ou critiques, qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette hallucination faite film, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait le film est, je pense j'ai rarement vu une adaptation de série, ou en tout cas une adaptation d'un truc préexistant qui soit à ce point-là éloigné du modèle original, quoi. C'est-à-dire que déjà la ville de Miami est pas du tout filmée de la même manière dans le film, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a une espèce de truc un peu clinquant, t'as l'impression à chaque coin de rue d'être dans une pub Gucci, quoi. Il y a un truc qui est vraiment over the top. Et là, on est dans un espace urbain quasiment abstrait, souvent filmé de nuit. Donc il y a déjà l'impression que la ville est une espèce de zone de no man's land urbanisée. Et puis le film n'est pas fun. Ouais. Au sens strict du terme, là où la série pouvait quand même l'être un peu. Alors justement, je me permets un petit aparté là-dessus, moi qui suis en plein dans la série en ce moment, et c'est d'ailleurs, je trouve, on en parlera peut-être plus tard, que la série est une magnifique, le film est une magnifique adaptation de la série, parce que oui, ça trahit complètement les codes, etc., mais en fait, il y a le même truc, le même discours, à savoir que sous les vestes Versace, les Ferrari, etc., et ben en fait il y a des choses absolument horribles qui se passent dessous, quoi. Et beaucoup d'épisodes de Miami Vice, même s'il y a des fois des petites vannes, un ton léger, Sonny Crockett il a un alligator dans son bateau, etc.,
et ben en fait, beaucoup de fins d'épisodes sont hyper aigres et amères, quoi. Ils apprennent d'un coup, l'affaire est résolue, le criminel est coffré, mais ils apprennent que leur informateur s'est suicidé parce que ceci, cela, quoi. C'est vraiment très, très lugubre dans le fond, la série Miami Vice, quoi. Ouais, mais il y a un truc clinquant dans la forme. Si tu bien sûr. C'est une révolution de la forme, ça c'est évident. À l'époque de la série, il y a une... Parce que j'avais maté le pilote de la série il y a pas mal de temps, c'est le seul épisode que j'ai vu, mais il y avait vraiment ce truc-là où tu sentais que le fond, effectivement, est assez noir, assez mélancolique aussi. Ouais, c'est la période MTV. Voilà, mais il y a vraiment un truc clinquant qui attire l'œil dans la mise en scène. Là, j'ai l'impression, avec Miami Vice, le film, la mise en scène se met vraiment au diapason du fond. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, là, on est dans un truc qui est sombre, qui est âpre, qui est difficile d'accès, et qui est surtout un peu vertigineux. Enfin, il y a un truc il y a un truc hypnotisant dans le film, en fait. Est-ce que tu l'avais vu en salle, toi, Alexis, ou pas? Non, je l'avais pas vu en salle. Tu l'as découvert un petit peu après? Étant né en 96, aller voir le film à 10 piges, je pense que c'était un peu compliqué. Mais je l'ai vu, par contre, je me souviens l'avoir vu à sa première diffusion télé en France, je crois. Ouais. Donc ça devait être 2007. Et je sais pas, je fais... Au final, j'avais un an de plus. Mais un petit sondage juste pour voir, toi, tu l'as vu en salle? Alors, je l'ai vu en salle. Parce que je pense qu'on a à peu près le même ressenti de sortie de salle ou de première séance, en fait. Mais j'étais au Canada quand je l'ai vu. Okay. Mon anglais n'était pas assez bon à l'époque pour voir un film sans sous-titres, disons, quoi. Donc, alors là, je vous dis que j'étais complètement perdu, quoi. Donc, je sais pas ce que c'était ce film, quoi. Et je l'ai revu après, quelques années après, au moment où j'ai entrepris mes études de cinéma, où en gros, il était dans une liste de films à voir. Mm-hmm. Et même là, avec les sous-titres, on comprend rien, quoi. On se demandait un peu qu'est-ce que c'est ce film, quoi, au rythme bizarre, quoi, à l'image étrange. C'est un film qui a mis du temps, qui a mis plusieurs années dans ma tête pour se révéler un petit peu, quoi. Pour se révéler un petit peu, quoi. Et ça, d'ailleurs, ça soulève des questions, quoi. Tu parles de ça à plein de gens, ils disent, mais du coup, est-ce que c'est un film que tu as besoin de voir 4 fois pour apprécier? Est-ce que c'est vraiment un bon film, tu vois? Ça soulève des questions, tu vois. Ouais. Moi, je pense que oui. Je préfère ce traitement-là. Parle-en maintenant. on le fait, oui. Je préfère ce traitement-là, voir un film qui vieillit comme un bon vin, qu'un film qui, a priori, te comble certaines attentes quand tu le vois, mais que tu oublies dès le lendemain, que tu reverras plus jamais, quoi. Mais en fait, moi j'avais un ressenti particulier parce que donc, j'ai dû le voir à 11-12 ans, je pense, le film. Et j'étais complètement largué par l'histoire, qui en plus, même pour un adulte, est assez nébuleuse. Tout à fait. Et, mais moi, j'ai un souvenir plutôt positif de ce premier visionnage, étrangement. D'accord. Je m'étais dit, genre, c'est un film d'action cool. Et je l'avais vraiment vécu comme ça. Et c'est en le revoyant bien des années après que je me suis rendu compte à quel point c'était beaucoup plus que ça. Ouais. Mais moi, le côté actionneur très moderne et très expérimental avait marché à l'époque. Ouais. J'aurais pas été capable de t'expliquer pourquoi, tu vois. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un truc, par contre, qui te reste, en fait. Oui, exactement. Dedans, même quel que soit le sentiment que tu as, il y a quelque chose de Tennessee qui te reste, tu vois, dans le truc. Donc, Mais c'est vrai que en tout cas, notre ressenti, et je pense le ressenti d'énormément de spectateurs au sortir de la salle ou de la séance, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je viens de voir? Et en premier lieu, je pense que c'est quand même la narration, notamment. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette enquête policière? Parce que, alors, si jamais vous ne connaissez pas, on va quand même juste pitcher très rapidement Deux flics à Miami, mais c'est donc en effet un polar, enfin une intrigue policière de 2 policiers, attention spoiler, à Miami, mais qui particulièrement impliqué dans de l'infiltration. Infiltration dans le trafic de drogue. Donc etc. avoir des couvertures comme Monsieur Lee et avoir sa T'en es sûr de celle-là? Oui, bien sûr. on la laisse là, on l'embrasse. Et donc d'être vraiment undercover et à fond, quoi. C'est-à-dire que les gars sont impliqués à fond, ont des personnages, ont des backstories et tout ça, quoi. On leur prépare le terrain et c'est une vision très premier degré de la réalité de ce métier-là. Ça, c'est pour en gros ce qu'on va y trouver, mais dans l'intrigue, de manière très concrète, on se retrouve quand même avec un script où on est complètement perdu. C'est-à-dire que dès le début, en tout cas dans la version cinéma, on démarre in medias res, quoi, dans une boîte de nuit. On ne sait pas si ces personnages principaux joués par Colin Farrell et Jamie Foxx sont des truands, sont des flics. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'épier quoi, un proxénète, mais je comprends pas. Comment ils s'adressent aux filles? Mais qu'est-ce qui se passe? On est où, quoi? Et c'est vraiment un sentiment qui va être général sur tout le film. Ça, sans spoiler, ça se finit genre ça tombe un petit peu à plat, l'intrigue. Surtout, ça ne se termine pas.
Voilà, ouais, exactement. On sauve les meubles, On sauve les meubles, et c'est une tranche de vie, quoi, un peu, quoi. On a vu une tranche de leur vie. C'est pour ça que la version cinéma et c'est celle que j'ai vue le plus tardivement, la version ciné d'ailleurs, parce que j'ai dû la découvrir pour la première fois il y a seulement quelques mois, quand ils avaient ressorti tous les Michael Mann à la Filmothèque, parce que bêtement, moi j'avais toujours maté le film chez moi en support vidéo, et je m'étais pas particulièrement renseigné, et donc je m'assois dans la salle et je m'attends à voir la fameuse séquence d'ouverture de l'édition vidéo avec la course en bateau, etc. Toi, t'avais et d'un coup, je prends Linkin Park en pleine gueule et je suis dans la boîte et je suis waouh. Et même moi qui connaissais la trame du film, c'est très déroutant, parce que d'un seul coup, t'as vraiment l'impression que le film a démarré 5 minutes trop tard et qu'il te manque quelque chose. Et tout le long du film, c'est ça. Il y a toujours des trous d'information, des zones d'ombre que le film va volontairement laisser telles quelles. Et puis la conclusion est on ne peut plus frustrante. En fait. Carrément, mais elle est même frustrante parce qu'on te vend tout le long du film une espèce, à un moment ou à un autre, une confrontation avec le grand Manitou du cartel qu'on voit de temps en temps et tout. Puis cette confrontation, elle est évacuée complètement et juste les personnages retournent faire leur vie. On parle d'une taupe qui balance leur indique, donc comme notre cerveau rumine et on se dit on est dans un film hollywoodien, l'enquête ça va être de trouver la taupe et on va l'avoir à la fin. Que dalle, que dalle, genre on sait pas qui c'est. Vrai. Et puis c'est vrai que Mann jusque-là, il a même si on retrouve beaucoup de thématiques, ces films gardaient vraiment une trame bien classique. Hit, c'est vraiment la confrontation entre un flic et un gangster. Tout à l'heure, tu parlais d'un switch dans sa carrière avec le dernier des Mohicans. Il y en a un deuxième énorme. Tu l'as dit sans vraiment mentionner directement le truc. C'est Hit en fait. C'est-à-dire que Hit, t'as vraiment le magnum opus, quoi, vraiment le truc. T'as l'impression de chef-d'œuvre, de classicisme absolu. Qui est Hit, qui est encore une balise totale du polar moderne, quoi. Et tu sens qu'après ça, il part ailleurs, quoi. Ouais, mais en vérité, tu sens déjà dans Hit qu'il y a quelque chose qui est, qu'il y a une impulsion de cinéaste qui est pas entre guillemets, qui est pas normale. Dans certaines séquences, c'est vrai. Tu vois, rien que la scène de fight, déjà on parle de Hit, mais la scène de fight dans les rues de Los Angeles, il y a pas un plan, il y a pas un effet sonore qui est dans les carcans du cinéma hollywoodien de l'époque. Tout à fait. Où le mec a quand même bloqué. C'était déjà là, quoi. Le mec a bloqué tout un quartier de Los Angeles. Pour tirer avec des vraies armes de guerre dedans, quoi. C'est-à-dire que les sons de balles qu'on entend, c'est des tirs enregistrés sur place. Et ça, personne ne le fait, en fait, d'habitude, parce que c'est super compliqué. Donc tu rajoutes les tirs en post-prod, tout est rebruité. Sur le plateau, les pistolets font juste tac, 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 tac. Non, lui, il a tiré vraiment à l'arme de guerre pour avoir l'écho dans la rue et tout. Donc il y a déjà une espèce de recherche esthétique sur comment je peux me rapprocher le plus près possible de la réalité d'un gunfight ou de la réalité du métier de flic. Tu sens son école documentaire, quoi, parce que je crois qu'on a oublié de le dire tout à l'heure, il a également tourné des documentaires sur l'IRA. Ouais. Et tu vois qu'il est certains passages, notamment de Miami Vice, les fusillades à la fin, c'est filmé comme un reportage de guerre. Et le sound design des armes, comme tu dis, est extrêmement réaliste parce qu'il est vrai, on ne peut plus vrai, quoi. Et il a un souci du réalisme complètement accru chez Mann. De l'immersion et du réalisme. Ce qui même parfois l'amène à faire des trucs qui sont techniquement des aberrations. Encore une fois, dans Hit, il y a cette fameuse scène de baiser entre De Niro et Amy Brenneman. Et n'importe quel réalisateur aurait dit « Ok, mon décor, c'est la terrasse d'une maison sur les hauteurs de Los Angeles de nuit. Bon, je vais mettre les acteurs devant la ville et puis je vais rééclairer les acteurs pour pouvoir avoir mon plan, quoi. » Et Michael Mann ne veut pas ça. Lui, il veut la lumière de la ville telle qu'elle est. Et il veut voir les comédiens. À l'époque, on tourne en pellicule, donc c'est pas possible. Donc ils ont d'abord, en studio sur fond bleu, tourné la scène du baiser entre De Niro et Brenneman, et après ils sont allés sur le décor de la maison, et avec une très longue exposition, ils ont filmé pendant plusieurs heures la découverte de la ville de Los Angeles, et ils ont mis les deux ensemble, et ça se voit. Ça se voit. L'effet est cramé, en fait. Il y a un rendu très spécial, ouais. L'effet est cramé, mais du coup, quand tu vois ce truc-là, comparé à la maîtrise du reste du film, tu te dis, ok, s'il a fait ça, c'est parce que c'est important pour lui, quoi. C'est qu'il y a un truc qui le travaille. Et c'est là où tu as tout à fait raison sur le côté, c'était déjà là, entre guillemets, ce sens d'expérimentation visuelle et de technicité que lui a apporté le cinéma numérique par la suite. En effet, c'était déjà présent dans Hit, mais vraiment ce sentiment... Pour revenir juste sur la narration, tout ça c'est lié en fait, bien sûr, fond et forme, sur cette immersion. C'est quelqu'un qui veut vraiment te plonger dans un milieu, et c'est aussi en ça qu'on est complètement brouillé et perdu comme spectateur. C'est-à-dire qu'imaginez-vous, vous arrivez in medias res dans une enquête policière dont vous ne connaissez pas les tenants et aboutissants et les personnages, avec un jargon aussi. C'est-à-dire qu'ils parlent, les gars ils taffent en fait, quoi. Et toi t'es là-dedans, t'es avec eux,
t'as un sentiment vraiment d'immersion avec eux qui est total. Mais donc, du coup, il te faut, je pense, quand tu commences Miami Vice, il te faut 10-15 bonnes minutes pour choper les trucs, de dire, attends, ah oui, d'accord, il travaille là, ok, ça, c'est ça le truc, il bosse sur telle enquête. Ça met du temps et ça peut expliquer le rejet d'une partie des spectateurs. Et à la fois, c'est ce qui, après plusieurs visionnages, rend le film terriblement vivant parce que tu crois absolument à tout, jusque dans la manière d'ouvrir une porte d'un flic, jusqu'à leur manière de sortir une arme, etc. Enfin, il y a, comme je te dis, je l'ai dit à peine plus tôt, il y a un souci de réalisme hyper accru, parce que Michael Mann est cuit à ça. Pour moi, c'est un digne héritier, enfin héritier non, est-ce qu'ils sont peut-être de la même génération de James Ellroy, à savoir vraiment une connaissance parfaite du milieu de la loi et de son envers. Totalement. Même tu vois, pour Heat, on sait que, et c'est pareil pour plein d'autres films, que les acteurs ont eu pour consultant Edward Bunker, romancier et lui-même ancien braqueur. Ça, c'est quelque chose que Mann fait beaucoup. Voilà, ils sont allés eux-mêmes dans des banques de Niro et sa bande pour la repérer comme s'ils allaient la braquer. C'est-à-dire, enfin voilà, c'est James Caan lui-même pour le Solitaire qui déclarait qu'à la fin du film, il était en état de cambrioler, de percer un coffre. Et Miami Vice, c'est la même chose. On voit ça. Il les a confrontés, notamment Colin Farrell, à des mecs vraiment undercover et tout à Miami. Et à un point même où on voit ça, je sais pas à quel point c'est romancé dans les bonus et tout, mais apparemment non. Ils lui ont fait croire. Ils lui ont fait croire qu'il l'emmenait en fait sur une transaction de drogue. Il a fait une et tu vois le truc, t'as la caméra vidéo et tout, et tu vois Colin Farrell qui dit avoir eu la peur de sa vie, quoi, parce que le mec en face était évidemment monté par la production et les consultants flics en fait, mais lui il croyait à mort, quoi. Il était sûr de faire un deal avec Undercover et tout, et le dealer se pointe avec un gun, me regarde pas comme ça et tout, il l'intimide et tout, et c'est Colin Farrell quand même, et tu vois, c'est ça qui est incroyable. Il est dans un état second, quoi. C'est-à-dire qu'il joue la comédie, et c'est aussi toute la beauté de Miami Vice, de ce film-là, de jouer presque sur le rôle du comédien, quoi. Ils sont comédiens, Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, oui, complètement. Mais en vrai, c'est intéressant parce que si tu prends Heat, les deux personnages principaux, donc joués par De Niro et Pacino, sont plus des réalisateurs que des comédiens, quoi. C'est-à-dire que comme les mecs sont pas capables d'exister dans le monde qui les entoure, ils vont se reconstituer le leur, quoi. Avec leur télé, leur meuf choisie spécifiquement, leurs collègues, etc. Et c'est vraiment ils construisent. C'est des contrôles fric, voilà, ils exactement construisent. Comme Michael Mann qui passe littéralement des années entières à écrire des biographies de personnages. Par exemple, le personnage de Tom Cruise dans Collateral, nous, spectateurs, sa biographie commence quand il arrive à l'aéroport. Michael Mann a écrit en fait en détail les 40 ans de vie. Ouais, il est connu pour écrire des backstories complètement délirantes, parfois des 300-400 pages. Des trucs obsessionnels qui en vérité ne servent à rien. Ouais. Alors il y a certains comédiens et tout ça disaient que ça les aidait beaucoup, mais n'importe quel scénariste te dira que en fait tu prends 3-4 pistes caractérielles et t'as déjà un personnage. Et Michael Mann il faut qu'il comble les trous, tu vois. Bien sûr. Mais effectivement, il y a un truc où le métier d'acteur est complètement mis en abîme dans Miami Vice parce qu'ils passent leur temps à se faire passer pour ce qu'ils sont pas. Et toi, spectateur, tu passes ton temps à te dire est-ce qu'ils sont vraiment dans le jeu ou est-ce qu'ils ont plus conscience de l'être, quoi. Et cette thématique aussi très manienne, qu'on voit dans beaucoup de films dès le premier, de cette limite très ténue entre bien et mal, entre méchant et gentil, que Miami Vice, pour le coup, c'est la première fois, je crois, qu'on a vraiment ce côté undercover et tout, où il met vraiment les pieds dans le plat de jouer aux méchants, etc. Et donc et de perte de repères entre le bon, le mal, etc. Miami Vice, il exploite ça à fond parce que t'as les flics sont sapés comme des gangsters et les gangsters sont sapés comme autre chose. Enfin, il y a un moment, il y a une succession de scènes dans le film que j'adore où clairement le Miami Vice, enfin le Miami Dade Vice, enfin je sais pas comment c'est pas exactement, et le FBI marchandent un espèce de deal au moment de leur enquête sur un quai comme des truands. Ouais. Et la scène d'après, on a Montoya, donc le grand patron du cartel, et Isabella, jouée par Gong Li, qui sont dans une chambre très feutrée, très chic, et ils parlent de trafic d'armes et tout, mais ils discutent ça comme du CAC 40 de placement, ils sont très classe. Et enfin voilà, ils regardent Bloomberg TV, et tout ça. Et juste avant, on avait les agents de la loi en train de marchander leur enquête comme un deal, quoi. Et comme tu l'as dit, chez Mann, c'est une obsession qui est permanente. Enfin, tout le discours de Heat, c'est là-dessus, quoi, que Pacino et De Niro sont pareils.
Et on a ça, Manhunter, le héros qui est un profiler, est complètement dans la tête du tueur, qu'on sait plus. Il perd aussi ses repères. C'est vrai que sans être sous couverture, c'est un autre cas de figure d'un personnage qui perd ses repères. Mais c'est surtout en fait Manhunter, c'est peut-être le film le plus tordu de Man sur cette question-là. Il y a la séquence d'interrogatoire incroyable où les barreaux disparaissent un peu. Non, c'est surtout qu'en fait ils sont chacun de chaque côté des barreaux. Exactement. Et plus tu rentres dans la scène, plus avec l'alternance des plans, si tu te bases uniquement sur le visuel, tu finis par plus savoir lequel des deux est le prisonnier, lequel des deux est libre. Et ça, c'est assez brillant. Mais en fait, moi, ce qui me passionne assez dans la représentation des flics et des gangsters dans Miami Vice, c'est que c'est un truc que tu retrouves aussi dans le Loup de Wall Street de Martin Scorsese quelques années plus tard. Cette idée que le gangster est de moins en moins éloigné de la frontière de la loi, quoi. C'est-à-dire que quand Scorsese filme Les Affranchis, tu te dis bon, ok, les mecs ils ont des guns, ils se tirent dessus, ils se plantent, ils braquent des banques, enfin c'est hardcore. Quand il filme le Loup de Wall Street, tu te dis mais en fait le mec est un gangster, mais il est dans le système maintenant, et il a pas de gun, il a juste un instinct commercial et il a envie de gagner de la thune. Et en fait ce qu'il fait, c'est de la saloperie, quoi. Il arnaque les gens, il leur pique de l'argent pour s'enrichir et tout. C'est exactement la même chose qu'un mec qui braquerait une banque, sauf que le système l'accepte lui et pas le braqueur de banque. Et c'est ce bascule-là, elle est dans Miami Vice. Où effectivement, Montoya, il est à la tête d'un cartel, mais comme tu le disais, il regarde Bloomberg TV, et en fait, tu comprends que c'est un entrepreneur plus qu'un gangster, quoi. Et c'est là, du coup, je pense qu'on peut élargir un petit peu plus théoriquement, mais que le film, et c'est ça qui nous a touchés, nous, en le revoyant, sous des aspects, et tout à fait louable, d'immersion dans un film policier, un polar sombre, sur des flics sous couverture qui luttent contre le cartel, parle du monde contemporain en fait, et peut être vu en tout cas comme quelque chose une réflexion vraiment philosophique sur le monde moderne, avec une obsession, encore une fois, des obsessions, des thématiques qu'on va retrouver vraiment dans le cinéma de Michael Mann. Tu parlais justement que le gangster est plus identifié de la manière dont pouvait le faire par exemple Scorsese, etc. C'est quelque chose qui est aussi décliné après, quoi. Il commence avec Miami Vice, mais Black Hat, par exemple, maintenant, aujourd'hui, c'est quoi un gangster ? Un gangster, c'est un mec qui appuie sur un clavier, quoi. C'est dématérialisé complètement, en fait. Bon, après, il y a La Parenthèse publique et mise, qui est un film que moi j'aime beaucoup, mais qui est quand même placé de manière curieuse dans la filmographie de Mann. Mais ce truc-là, en fait, cette espèce de dilution de l'humain dans la société, dans le flux, pour reprendre l'expression de Jean-Baptiste Aurey, qui est assez célèbre. C'est un truc qui est presque teinté de religion parfois dans le cinéma de Mann. Mais je me souviens, j'avais écrit justement moment auto-promo, j'avais écrit pour Le Grand Oculaire un article sur Miami Vice justement quand il y avait eu la rétro à la Filmothèque. Et pour moi, le cinéma de Michael Mann cultive un truc religieux qui pourrait s'apparenter au purgatoire. Ou dans le cas de Michael Mann à la GN, qui est l'équivalent juif du purgatoire, parce que Michael Mann a été élevé dans la religion juive, même si je crois qu'aujourd'hui il est plutôt athée. Mais il y a vraiment ce truc où t'as quand même des personnages qui sont coincés dans un truc qui n'a pas l'air d'être spécialement un espace de vie, en fait, qui a l'air d'être une zone de transition permanente. On sait pas trop entre quoi et quoi, mais ils sont en transition, quoi. Et il y a ce truc, ce fameux plan mannien de le héros romantique qui regarde l'horizon, et il y a toujours cette idée de il y a autre chose. Il y a autre chose, et t'es toujours en mouvement parce que t'espères fondamentalement qu'un jour tu vas tomber sur ce autre chose-là, et évidemment tu tombes jamais dessus. C'était le cas dans Heat aussi, où t'as la scène du tunnel avec la lumière blanche divine qui les éclaire, et puis tu te dis ok, ça y est, ils sont en train de s'extirper enfin de cette zone de non-existence, puis en fait non, il va prendre la première sortie et il va retourner dans la ville, et il y retourne, et c'est l'annihilation, quoi. Il y a ça dans Miami Vice, c'est ça aussi à la fin de Miami Vice, et il retourne dans le flux, quoi. Il retourne à l'hôpital, et t'as même pas le film se conclut sur vraiment Colin Farrell qui marche, quoi, qui rentre, après une pause très romantique pour le coup, et un climax romantique. Qui retourne taffer, quoi. C'est reparti, quoi. C'est reparti pour un tour. Il y a plusieurs moments, où comme tu le dis, font beaucoup de héros de Mann, où il va regarder l'horizon, tenter de s'échapper un moment, quoi. Et ça, c'est un plan, le fameux plan mannien, en effet, du héros qui regarde l'océan. Amusez-vous dans la filmo de Mann, alors les gens qui connaissent vraiment la filmo les voient direct, mais si vous découvrez les films, vous allez repérer aussi très très facilement. Dès le Solitaire, en fait, il y a ça. Parce que tu viens juste après avoir braqué, après le premier braquage, il se pose au bord d'un lac, c'est à Chicago, je crois, et
c'est pas l'océan, mais voilà, il regarde l'horizon, quoi. Et il se pose et il rêve d'un ailleurs, quoi. Et il rêve d'autre chose. Et c'est le cas aussi dans Collatéral, même si là, pour le coup, Collatéral, c'est un peu rajouté au forceps avec cette carte postale. Ah ouais, mais c'est une belle, je trouve que c'est une belle, je sais pas, c'est une belle idée, moi, je trouve. Parce que c'est presque aussi c'est parce que c'est son boulot de taxi, il est enfermé dans cette voiture toute la journée, c'est le seul moyen de s'échapper, c'est cette carte postale. Il a une carte postale, mais t'as un truc justement presque d'idée de cinéma et tout, où il regarde cette carte postale et pendant quelques secondes, voilà, il est en regardant un cadre, en gros quoi, il part, le gars, quoi, il s'évade. Mais voilà, tu l'as, bah oui, dans Heat, tu l'as dans Black Hatch, il me semble bien. Dans Manhunter, il regarde. Dans Manhunter, bien sûr. C'est omniprésent et c'est vrai que ouais, t'as cette idée de. Alors, tu parlais de flux très justement, de mouvement, du coup, qui est pour le coup parfaitement cohérent avec avec le ressenti qu'on vous a exprimé tout à l'heure, de brouillage des pistes et de rien comprendre. Et c'est normal si jamais vous découvrez le film de pas trop comprendre l'intrigue. Pour moi, c'est parfaitement cohérent narrativement de faire ça avec ce qu'il veut essayer de nous exprimer sur en fait des personnages en mouvement, mais qui ne trouvent pas de sens à leur existence. Le film est un mouvement perpétuel, quoi, aussi bien comme tu dis dans leur rythme de travail, et aussi dans la décharge technologique et technique. Moi, il y a un aspect que j'admire énormément chez Mann, c'est les véhicules. Dans Miami Vice et dans tous ses films, il y a un amour immense de la machine, des véhicules. Toré en parle très justement aussi. Miami Vice, c'est que ça, quoi. Des gros plans, voilà, Ferrari mythique au tout début. Des hors-bords à foison mis en avant. Des super séquences d'avions également. Tout ça, et des magnifiques séquences qui en fait, c'est donc des véhicules, et ça me semble, c'est pas anodin pour moi d'avoir une fascination pour les véhicules, pour des choses qui te permettent de t'évader, mais t'évader où ? C'est tout le truc. En fait, ils tournent en rond, en fait. Le véhicule, la machine, la voiture, c'est au centre de la société, de notre société, mais surtout de la société américaine à fond. C'est clair. Collatéral base tout son discours là-dessus. Tout le film quasiment se passe dans un taxi, autour d'un taxi. Ça finit dans un métro. Il y a tout un immense discours là-dessus. Il y aurait un truc à faire en effet sur les véhicules et Michael Mann, mais c'est vrai que me lance pas là-dessus, quoi. En plus, surtout qu'il a fait une thèse. Il avait fait la publicité pour la Ferrari California, tout à fait. qui en fait est presque moins une publicité pour la bagnole que juste une espèce d'exercice de style pour lui, quoi. Ouais, tout à fait. Il aime bien cette voiture, mais il en a rien à foutre de la vendre, en fait. Ce qui l'intéresse, par contre, c'est de la filmer sous 45 angles différents pendant 10 minutes, où là, ça devient presque expérimental, quoi. Et c'est là où son génie opère, c'est que c'est quelqu'un qui a compris que pour critiquer le monde dans lequel on vit, ou d'essayer au moins de poser un regard critique dessus, quoi, et de prendre un petit peu de recul, il faut accepter une partie de sa laideur. Et lui, ce qu'il accepte pleinement, c'est la fascination qu'a le capitalisme, ou du moins les marques à nous vendre ces produits-là. Et lui, il s'en cache pas, quoi. Il a une fascination réelle pour la technologie qui infuse tout son cinéma ces derniers films, quoi. Écoutez plutôt n'importe quel commentaire audio sur les Blu-ray des films de Michael Mann, il ne parle que de ça. Que ça. On disait que de ça. On n'a pas encore abordé l'aspect technique du film. Et le fait que c'est un autre point très déroutant quand on le voit la première fois, c'est que c'est un film, on disait tout à l'heure, on imagine les producteurs, on veut adapter Miami Vice au cinéma, voilà, un peu comme Charlie's Angels et Starsky et Hutch, et le gars il fait un film, mais visuellement, on n'a jamais vu ça, quoi, un blockbuster comme ça. Donc c'est filmé avec le début des caméras numériques, et ça a un côté presque caméscope, très grand angle, très, très courte focale, et ça, encore une fois, pour renforcer l'immersion, mais qui est très déroutant, quoi. Et tout ça je rebondis sur mes pattes, mais sur le fait qu'il est cuit à la technologie. C'est un monsieur qui est au taquet des nouvelles techniques cinématographiques et tout ça, et que ça se sent dans son cinéma. Mais encore une fois, cette fascination à filmer des véhicules magnifiques qui symboliseraient donc l'ultra-capitalisme, etc. est là, in fine, pour le critiquer, en fait, ce système. La Ferrari, elle bourre. On bourre en Ferrari et c'est magnifique, mais pour aller nulle part, quoi. Pour ne pas résoudre l'enquête, pour ne pas rejoindre la femme que tu aimes, on tourne en rond, quoi. Et c'est terrible parce que je parle pour moi, mais moi, c'est des moments que je préfère parce que t'es pris dedans comme un fou. La Ferrari devient un personnage du film. Tu parlais du pilote de la série Miami Vice. Il y a une séquence avec
avec In the Air Tonight de Phil Collins. La séquence la plus culte de la série. La clairement. série, clairement, et la Ferrari est clairement en avant. Il y a des plans de 10 secondes sur les jantes qui roulent. Voilà, moi, un de mes plans préférés de Miami Vice, le film, il dure un quart de seconde. C'est juste la main de Sonny Crockett qui passe un rapport. Bon, je suis cuit, mais il a, comme je dis, il a un amour de la il sait tellement bien filmer les véhicules, même Public Enemies, les voitures de l'époque sont à fond au centre du truc, même il y a un passage encore avec un avion. Et voilà, on en parlera peut-être en fin d'émission, mais on attend le prochain film, ouais. On attend son prochain film. Là, je veux dire, sur cette question-là, va être un film somme total. On se demande à quelle sauce on va être mangé, quoi. Mais est-ce qu'on l'a on en parle maintenant ou on le dit tout de suite. Hein, il va réaliser un biopic sur Enzo Ferrari. Voilà. Tout est dit. Il est actuellement en tournage. Il est en tournage, Adam Driver, ce qui est maboule, c'est trop bien. Michael Mann en tournage en 2022, c'était inespéré, quoi. Et en Italie, on imagine sur les lieux. Adam Driver, Penelope Cruz. Ouais. Il n'y aura pas un seul Italien dans le film parce que c'est un film hollywoodien. Mais... j'espère tant qu'ils font pas le coup des faux accents de House of Gucci. Tournez-le en anglais, ok, mais pitié pas de. Placez un petit mot italien de temps en temps, ok, mais pitié pas de. Jared Leto, c'est ça qui sa performance dans ce film. It's a me. What are you doing? Mais c'est vrai, et on a découvert une vidéo que tu m'as envoyée récemment de Michael Mann. En tout cas, c'est pas il feint pas ça, quoi, cette fascination, cette vidéo où on le voit conduire où il est à Modène, là, où il conduit une Ferrari. Maranello, oui, dans l'usine Ferrari, il voit il conduit. Non, mais il cuit, quoi. Je pense pas qu'il va au volant de sa Ferrari parce qu'il en a 2 ou 3. Je pense pas qu'il va vous dire oh là là, c'est une critique du capitalisme là quand il bourre à clairement 200. Pas. Non, je pense qu'il aime ça profondément. Mais je pense que en vrai, je suis pas sûr que ce soit dans la critique du capitalisme. Yeah. Je pense que vraiment, par contre, il a dressé un constat. Ouais. Sur la société d'aujourd'hui, et il y a dans ce constat une grosse part d'amertume. Bien sûr. Après, mais exactement, c'est pas tant une critique. Il faudrait pas que des gens qui découvrent le film se disent je vais regarder un pamphlet, quoi. Pas du tout. C'est justement Mann, c'est ce qui nous fascine et ce qui nous réunit peut-être là, c'est que c'est vraiment le cinéaste américain auquel je pense tout de suite quand on parle d'ambiguïté, de personnages ambivalents, justement, et on revient sur ce qu'on disait au début, de frontières ténues, quoi, entre fascination et dégoût, entre bien et mal. Enfin, tu vois, c'est vraiment le cinéaste du gris, quoi. Mais vraiment, genre le cinéaste de cette zone d'ombre et cette perte de repères là, quoi. Donc c'est, en effet, faut pas je suis tout à fait d'accord, faut pas s'imaginer une critique. Non, c'est pas un cinéaste ouvertement engagé, mais on sent qu'il y a des trucs dans la société qu'il travaille, ça c'est sûr. Mais genre boucle juste sur le truc du mouvement et de cette fascination pour les véhicules et tout. Il se trouve que le hasard a fait qu'hier soir j'ai découvert un film du Nouvel Hollywood pour le coup, qui est Macadam à 2 voix de Monty Hellman, et c'est vraiment faire la comparaison entre Macadam à 2 voix et le cinéma de Michael Mann permet vraiment de comprendre pourquoi c'est un cinéaste du Nouvel Hollywood en fait. Qui arrive en retard. C'est ça, parce que Macadam à 2 voix, pour résumer, c'est 2 gars qui ont customisé une vieille Chevrolet pour en faire une espèce de bolide et qui tracent la route aux États-Unis, et ils croisent un autre gars dans une GTO flambant neuve, et ils décident de se dire on fait la course jusqu'à Washington et celui qui arrive le premier gagne la bagnole de l'autre. Et évidemment, au bout de 15 minutes, la course n'a plus aucun sens. Ils ont changé 3 fois de destination. Et en fait, tu te rends compte qu'ils bourrent la route. C'est la route, quoi. Il n'y a pas de destination, en fait. La fascination pour la route américaine. Et la fin du film est ultra frustrante. Et Michael Mann, c'est ça, quoi. Tu vois Miami Vice, les mecs, ils sont en bateau, ils sont en voiture, ils sont en avion. T'as l'impression qu'ils contrôlent totalement l'espace. En fait, ils se déplacent jamais vraiment, quoi. Ils font du surplace, mais dans différents endroits, quoi. Il y a un autre effet, notamment de montage, qui renforce exactement ce que tu dis. Et de plus en plus dans son cinéma, Black Hat étant l'exégèse totale de ça, c'est Hacker en français pour les Hacker en français, tout à fait, qui est son dernier film en date au cinéma. C'est le rétrécissement du monde, et le fait que aujourd'hui t'es à Miami, t'es à Zurich, en un cut. Il y a cette scène dans Miami Vice où elle lui passe un coup de téléphone. On l'a vu 2 secondes avant à Miami. Je suis à Zurich, je suis à machin. À Genève. À Genève, pardon. Ouais. Mais tu vois, t'as vraiment ce truc de cette perte en fait de l'ailleurs, en fait. C'est-à-dire qu'en fait le rêve de Jamie Foxx dans Collateral de dire je vais aller au Fidji, tu vois, il y a plus d'exotisme. C'est la fin de l'exotisme, le cinéma de... Pardon, les Fidji, c'est dans Hit. C'est les Maldives. Non, mais t'as raison. Il faut être précis. Mais tu vois, il y a cette perte d'exotisme, en fait. Le monde se resserre et on a plus d'ailleurs, en fait. Ouais, il y a la perte de l'ailleurs et la perte du trajet aussi.
Et ça, pour le coup, Miami Vice, on sent que c'est encore un petit peu. C'est le début. Non, mais c'est le début de ça, quoi. Parce qu'il y a effectivement le moment où Colin Farrell prend Gong Li par le bras et on monte dans le bateau et on va à Cuba. Ça, c'est. Alors, tu parlais de ta séquence préférée. Moi, je vois que c'était le passage de rapport. Ton plan préféré, la séquence préférée, moi, ça doit être le hors-bord, quoi. Parce qu'en effet, c'est quand même une sidération de te dire, attends, mais on peut faire ça ? Oui. En fait, quand t'es à Miami et que t'as un hors-bord, tu peux bourrer, quoi. Et tu vas à la Havane et il fait ça, encore une fois, fascination, Roger, on sait pas, mais il bourre en hors-bord avec Moby en fond, et c'est une scène ultra romantique où il se passe rien dramaturgiquement, quoi. Mais t'as les deux qui, donc on précise pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais c'est des partenaires de travail, même s'ils sont sous couverture, c'est sa collègue, on va dire, Gong Li au début, quoi. Et là, il s'échappe. Et c'est là où la narration, elle est forte aussi, c'est qu'on se dit, ah ok, il s'échappe, il y a un nouveau film presque qui commence, il y a un truc, et en fait non, quoi. Même cette échappée-là, elle va dans le mur. Il y a encore, il y a plus l'ailleurs, parce que tu comprends vite, à la Havane, ok, ils vont danser, ils boivent des coups, ils vont ken aussi, hein, oui, et après c'est quelque chose d'important, on en reparle tout de suite. Et après, il y a retour à la normale, donc tu dis, ok, c'était pas l'ailleurs, c'était le simulacre. Tout à fait. Mais il y a encore le trajet. Il y a encore cette idée que le mouvement et le temps passé à voyager vers quelque chose a encore de l'importance. Et c'est vrai que, encore une fois, si tu sautes Public Enemy, ce qui est vraiment une place bizarre dans sa filmographie, tu vas dans Blackout, et là, t'as raison, en un cut, t'as fait 8000 km à la surface de la Terre. Et là, même le trajet a disparu, en fait. C'est clair. Et c'est pour ça que je me demande, son biopic sur Ferrari, comment il va l'axer, quoi. Parce que là, ça peut pas être autre chose qu'un pur film de mouvement et un pur film de trajet, donc est-ce qu'il va peut-être justement je crois que ça s'articule autour de sa part de la perte du fils d'Enzo Ferrari qui est mort prématurément, et voilà, je sais, la seule chose qu'on sait, c'est que ça part de là, donc après Enzo Ferrari a construit des voitures, est-ce que c'était lui, il n'est pas connu pour en avoir beaucoup conduit, alors bien sûr qu'il en conduisait, mais c'est pas un film de course a priori, donc c'est vraiment, c'est ça qu'il faut avec Man, c'est qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va nous servir, quoi. Bon, a priori, il y aura des thématiques. Déjà, quand tu fais un biopic de Ferrari, avec tout ce qu'on a dit sur sa fascination pour le mouvement, pour la technologie, on sait que ça va être là. Non, mais surtout, petit aparté, mais je pense que c'est un cas... en tout cas, je sais pas si c'est un cas unique, mais c'est la première fois que je vois ça. C'est que quand il a commencé à développer le film, il a galéré à le monter. Puis le film a été plus ou moins récupéré par les studios, remanié plein de fois. Et c'est devenu Ford v Ferrari de James Mangold, oui, c'est vrai. Sur lequel Michael Mann est producteur exécutif. Donc, incroyable. Je n'ai jamais vu un scénario qui est transformé, tourné, puis ensuite le réal d'origine revient avec le même script, le fait financer et le tourne. Oui, le truc est pas tombé dans l'oubliette. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, Ford v Ferrari de James Mangold, c'était l'aboutissement sans lui du Ferrari de Michael Mann. Très chouette film au demeurant. Ah ouais, mais bon, la filmographie de James Mangold, si vous avez l'occasion, c'est vraiment cool. Voilà. Et Adam Driver, qui a joué Maurizio Gucci, va se retrouver à jouer Enzo Ferrari, deux figures glamour italiennes. Mais j'espère avec un autre accent. J'espère aussi. Revenons peut-être à Miami, on quitte l'Italie pour Miami. Il y a un autre... Plus Adam Driver, enfin, il est prédestiné, pardon. Il y a quelque chose qui me conforte dans l'idée que c'est pas anodin aussi le choix de Miami. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans cette ville, et ça rejoint son choix du numérique aussi pour capter ces nuances de ciel, le vent, toute cette nature luxuriante en fait. C'est une ville où tu as vraiment l'impression justement d'une nature magnifique, luxuriante, tropicale, une eau magnifiquement claire, les plages de sable fin, tu vois, enfin les palmiers, tout ça, et le pire du capitalisme ricain posé dessus, quoi. C'est vraiment, t'as des plages magnifiques et là, bam, des gros blocs de buildings parfois dégueux, le pire du paraître, tu vois, tout ce qu'on peut imaginer, quoi, de la société américaine consumériste et tout, quoi. Et ouais, ça, en le revoyant, en étant allé à Miami il y a quelques années, j'avais vu le film une première fois. Ça m'avait pas choqué. Je vais à Miami déjà, je me dis tu ressens ça quand même quand tu visites la ville et tout, et de le revoir, je fais non mais c'est trop bien que ça soit, que tu vois, ça porte encore plus un peu le propos, le fond qu'il est fait dans cette ville là, quoi. Et c'est assez drôle, tu te dis qu'il y a une idée d'évasion dans le film qui veut s'évader vers la Havane, parce que Miami à la base tu dis c'est une ville
qui promulgue une idée d'évasion. Déjà Pour ouais. les Américains, c'est trop bien, on va aller en vacances en Floride, c'est là où vont les retraités Pas du tout, aisés, etc. Et d'ailleurs, ils nous le montrent, comme tu le dis, que tu l'as tout à fait dit tout à l'heure. Hein, ils nous montrent que c'est une ville. Je me demande si c'est pas la troisième peut-être plus grosse ville des US. C'est titanesque. Vraiment, la banlieue, parce que on parle de Miami, il y a aussi la banlieue. Et c'est titanesque, quoi. Et c'est très loin du Miami Beach, quoi. On oublie ça. Miami et Los Angeles aussi font partie de ces villes qui n'ont pas un centre caractéristique, quoi. C'est-à-dire que effectivement, un centre d'affaires, mais voilà. New York, c'est aussi une ville gigantesque avec des banlieues immenses, mais t'as quand même cette espèce d'épicentre Manhattan, qui est le truc qui est l'image d'Épinal de la ville, qui fait que dans l'esprit du spectateur, il y a vraiment Manhattan. Et puis le reste, quoi. Los Angeles et Miami, c'est juste... c'est des espèces de gigantesques aplats urbains. T'oublies l'idée de à pied. Je te confirme. Le pays a été construit par et pour la voiture, quoi. Enfin, parce que Miami Beach, c'est une sorte de... c'est un petit podcast géographie, tiens. Non, mais c'est une île, quoi. Vraiment. J'ignorais, tu vois. Donc je fais, ok, Miami Beach, c'est une île. Je pensais que c'était un coin de la ville ou quoi. Et tu te dis, bah tiens, je suis sur l'île principale, dans le quartier des affaires, et tu la vois, en fait, tu vois Miami. Je fais, bon, bah super, il y a des ponts, je vais traverser à pied. Et on te regarde, mais fait, ah bah non, il y a rien de piéton. Ah d'accord, donc là, je suis obligé de prendre un Uber ou un truc pour faire, mais littéralement 2 minutes de bagnole, quoi. Il y a rien qui est prévu pour les piétons. 2 minutes, mais 5 km, quoi, facile. Oui, voilà. Ouais, peut-être que quelqu'un me dit, ah bah si, maintenant ils ont mis une marina depuis quelques temps. C'était il y a quelques années déjà, mais en effet, c'est pas du tout une ville prévue pour à la différence de New York, encore une fois. Ah oui, tout à fait. Qui est presque... Ou même Washington ou Boston. San Francisco aussi. Qui sont des villes où tu peux vraiment prendre du plaisir à te balader à pied, où tu peux rejoindre à peu près n'importe quel truc. Donc là, on cherche à s'évader, comme tu dis, d'une ville comme ça, quoi. Miami Beach a quand même connu son quartier art déco hispanique. Oui, bien sûr. Parce que j'y étais aussi, figure-toi. C'est très joli, d'ailleurs. Moi, j'y suis jamais allé, moi. J'ai joué beaucoup à l'été à Vice City, mais ça commence à dater un peu. Du coup, on vous encourage, si jamais vous connaissez, en effet, Vice City ou Miami Vice. C'est la première île de Vice City, c'est Miami Beach. Ouais, voilà. D'accord. Non, mais vraiment, et puis t'as vraiment c'est là que tu vois aussi le taf de Rockstar. Là, on parle loin, mais le taf de Rockstar de reconstitution, c'est trop bien, quoi. T'as vraiment l'impression d'y être. Mais t'as, en effet, voilà, cette ville oxymore, quoi, presque entre nature et, tu vois, et le fric partout, quoi, et les buildings, tout ce que tu veux, les bagnoles et tout, quoi. Et ça, t'as un peu ça aussi, je trouve. Tout à l'heure, tu parlais des scènes de sexe. Et je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont vraiment particulières dans Miami Vice par rapport peut-être au précédent film de Michael Mann. Et t'as un peu ça, justement, vu qu'ils sont undercover, ils sont vraiment dans leur taf. On va peut-être en parler tout de suite d'ailleurs, mais du côté très pro, quoi. C'est-à-dire que c'est très pro. Et Michael Mann, il est très pro et il aime bien ces détails-là. Quand ils sont dans le privé, c'est un truc qu'on voit peu, en fait, mais c'est assez cru. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu vois, il y a vraiment, c'est à fleur de peau. On filme vraiment les peaux, on filme les défauts de peau. C'est là où c'est même presque horrible, parce que la séquence de la Havane, qui est la parenthèse romantique du film, qui est très belle, quoi, très touchante. On trouve que certains vont dire trop sucré, quoi, comme ça. Mais ils vont venir le moment, parce qu'il y passe 1 ou 2 nuits, il passe la nuit ensemble plusieurs fois, etc. Puis vient le moment où ça se fait des câlins en peignoir dans la salle de bain, etc. Sony et Isabella. Et ils arrêtent pas. On a 10 minutes de câlins, d'amour, de danse, de mojito. Et puis ils sont en train de se câliner devant la glace, et puis d'un coup, bam, il lui parle du deal. Ouais, je te propose 18% sur la coque. Je sais oui, quoi. C'est vrai. Et c'est du violence inouïe, parce qu'elle-même, qui est montrée comme une femme d'affaires intransigeante, indépendante, oui, etc. tu sens qu'elle vacille à ce moment-là, quoi. Enfin, elle a un truc dans le visage, elle sourit. D'un coup, ça s'est arrêté. Tu dis, bah, ok, elle est hyper déçue et tout ça. Et en fait, non, elle aussi, elle repart. Elle commence à marchander le pourcentage, etc. C'est vrai. Et ça rend ce passage encore plus beau et horrible à la fois, quoi. Ouais, mais en plus, surtout, et là, je parle de mémoire, les scènes de sexe chez Michael Mann, il n'y en a quand même pas des masses. Non, bien sûr, ouais. Non, mais c'est d'autant plus sûr que... C'est intéressant quand des cinéastes qui sont en général pas trop portés sur la représentation directe du sexe s'y mettent. C'est qu'en général, c'est qu'il y a une... Ouais, complètement. Tu vois. Alors, encore une fois, là, il faut... Les gens qui n'ont pas vu le film vont se dire, dis donc, c'est quoi ces séquences-là, ça doit être quelque chose. Non, du tout. Ah non, parce qu'elles sont assez traditionnelles. Assez chastes et tout, mais
En revanche, il y a un côté charnel, tu vois. C'est-à-dire que la scène dans la bagnole, notamment, où il s'assoit dans la limousine, il se saute dessus direct. Il y a un truc qui est... Même pas la scène de sexe, mais c'est presque vu comme un préliminaire, mais la scène de danse. Tu vois, c'est de la salsa, je crois, et donc ils sont très près, et la caméra, encore une fois, épouse les corps et tout. On est très près d'eux. Il y a une scène de douche avec Jamie Foxx et Naomi Harris, je crois. Enfin, tu vois, c'est rare quand même. Tu te dis, mais où tu te dis, c'est bizarre. Pourquoi ils nous filment ça, quoi? Et parce que ce sont, selon moi, c'est comme ça que je l'interprète, quoi. Ce sont les seuls moments d'intimité. Et encore une fois, il veut nous faire rentrer dans l'intimité de ces personnages-là. Tu sens que c'est les seuls moments où ils sont honnêtes, à nu, en fait, tout simplement, quoi. Parce que le reste du temps, on se dit ça souvent en le revoyant le film, on se dit putain, mais quelle vie horrible, quoi. Les mecs sont tout le temps sur la brèche, tout le temps, quoi. Tu dis comment tu peux dormir, et d'ailleurs, tu les vois très rarement dormir. Oui, ça t'a... sur un film que tu as l'impression qu'il se passe quasiment en temps réel, tu vois, enfin, il y a... l'intrigue du film doit se dérouler sur quoi ? Sur une semaine, t'as l'impression peut-être, tu vois, ou comme ça. Tu dis, il y a quasiment peu de moments où tout simplement tu les vois s'assoupir. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Il y a pas ça. Vous n'aurez pas le truc typique du buddy movie américain de au milieu de l'enquête, on a une fête le dimanche parce qu'on fête l'anniversaire du petit. Tu vois, je sais pas, genre à la Bad Boys, tu vois, où t'as machin qui vient, tu viens, vas-y, prends-toi une bière. Ou même, on parle de l'affaire et on parle boutique alors que l'arme fatale. Hein, non, mais bien sûr. La première séquence qui introduit le personnage de Murtaugh, t'as vraiment, il est chez lui. Mais bien sûr. Ça, on oublie. Il a sa moustache dans sa baignoire. On vient fêter son anniversaire avec lui et c'est vraiment des moments de pure vie quotidienne. Les barbugs, les Fast and Furious, quoi. Non, mais bien sûr. La famille. On oublie ça. On oublie et ils sont dévorés par leur boulot, quoi. Et c'est quelque chose, encore une fois, ça rejoint ce qu'on se disait sur cette espèce d'aveuglement ou du moins de flux de mouvement. Michael Mann et lui-même, s'il fait presque son autocritique, est un taré de contrôle. C'est apparemment un des réalisateurs du monde presque, mais il a la réputation d'être un travailleur acharné. Il y a une anecdote sur Miami Vice qui résume plutôt bien le côté obsessionnel et intransigeant du gars. Il y a un plan, il y a un moment où donc Colin Farrell, Jamie Foxx et les gars de la police et du FBI, quand ils sont sur le toit là. T'as les deux qui se réunissent avec leur patron pour discuter de, il y a infiltration machin et tout. Il y a vraiment un plan sur le patron et il y a un éclair qui zèbre le ciel. Et c'est pas de la post-prod, c'est un vrai éclair, et je crois que c'est 4 heures de tournage. Ah oui, non, mais c'est délirant. Il y avait l'orage, ils voulaient l'éclair dans le plan, ils n'arrivaient pas à le choper, ils ont tourné 4 heures. Quoi. Non, mais il paraît même que pour Manhunter, il y a un plan où un type est au téléphone dans son appartement, et il y a un immeuble, un building qui se détache bien sur le fond derrière. Il y a des techniciens qui sont allés là-bas actionner les ascenseurs pour qu'il y ait une lumière en fait, qui se déplace dans le fond, quoi. Il y a des anecdotes, tout, quoi. Des anecdotes comme ça, on en a, mais des tonnes, quoi. Collatéral où il a demandé à changer toutes les ampoules de certaines rues parce qu'elles n'avaient pas la bonne colorimétrie. Rééclairer des rues entières. Et ça, alors il pourrait passer pour un gros casse-couille, ce qu'il est certainement, ou du moins vraiment un obsessionnel, mais aussi dans le sens travail. C'est-à-dire que c'est pas juste obsessionnel comme ça, c'est, comme tu dis, il écrit des backstories complètement délirantes. Là, il travaille sur Ferrari. En même temps, il a sorti le tome 2 de Hit, enfin la suite de Hit. Il travaille tout le temps. Qu'il aimerait bien faire en film aussi. Moi, je pensais pas une bonne idée, mais à voir. J'ai pas lu le bouquin encore. C'est jamais une très bonne idée quand les sortir, vieux cinéastes reviennent vers le passé. C'est pas forcément une bonne idée. Il en a pas eu encore la traduction française, je crois. Ça devrait pas trop tarder. Chaleur 2. mais ouais. Et puis le travail, on en a un petit peu parlé, mais en amont aussi, le travail de recherche. Apparemment, il est connu pour être un des plus gros taffeurs là-dessus. C'est-à-dire que, typiquement, Jericho Mile, la première fiction qu'il fait, c'est un produit d'un reportage, je crois. Alors, je ne sais plus si c'est télé ou quoi, mais à la prison de Folsom, de mémoire. Et où le gars, il est devenu cuit de comment fonctionne le système carcéral, etc. Et il connaissait tout, quoi. Il connaît tout. Le gars travaille comme un dingue. Et en même temps, tout ce travail qu'on voit dans Miami Vice, c'est les gars hyper pro, la technologie, l'organisation, tout ça pour avoir une enquête qui patine un petit peu, et comme tu dis, on sauve les meubles. Il y a une grosse influence dans le cinéma de Michael Mann, dans sa mise en scène de l'action, qui est Jean-Pierre Melville, indubitablement, parce que pour ceux qui connaissent pas le cinéma de Melville, je vous conseille à peu près tous ses films, mais tu prends le braquage du Cercle Rouge,
c'est quand même une séquence qui dure mais pendant des dizaines et des dizaines de minutes où chaque micro-geste est mis en valeur par la mise en scène comme un truc quasiment rituel. Et il y a ça, le plus évident, c'est le solitaire, où clairement la scène de braquage où il perce le coffre, là, où t'as vraiment le détail de toutes les étapes, et c'est la vraie marche à suivre. Ouais, tout à fait, comme tu disais, James Caan à la fin savait percer un coffre. Percer un coffre, et t'as ça dans tous ses films, quoi. Vraiment, rien que Tom Cruise, son maniement du pistolet dans Collatéral, c'est des mois et des mois d'entraînement pour vraiment manier son pistolet comme le ferait un vrai professionnel, quoi. Ah, c'est incroyable. Mais même pour tous les métiers, en fait, parce que même Jamie Foxx dans Collatéral, qui fait donc le taxi, il a un vrai soin vers son taxi. Enfin, tu sens que le gars, il bosse. De mémoire, il me semble que le père de Michael Mann gérait était taxi ou gérait une compagnie de taxi ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui lui tenait à cœur et tout. Et ils sont tous cuits à leur taf, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et ça se ressent. On sent qu'il fait de manière un peu mélancolique. Tu vois qu'il sait pas où ça va, tout ça, quoi. Il est obsessionnel et il se questionne là-dessus. Une question aussi que j'aimerais vous poser pour amorcer une conclusion, parce que vous aurez compris, on aime vraiment énormément Miami Vice, mais comme on vous le disait en introduction, c'est un film qui a eu une réception très étrange et qui encore aujourd'hui paraît comme un film mineur dans la carrière de Michael Mann, ce que nous on pense pas du tout, en fait. En fait, c'est surtout que le film, je trouve, galère à être mis sur le devant de la scène. Ce qui n'est pas le cas de Manhunter, par exemple, qui a bénéficié d'une belle ressortie salle en copie restaurée, qui a bénéficié d'un joli coffret Blu-ray. Là, on sort les trompettes, mais les trompettes énervées, là. Il faut le ressortir en 4K, trop bien, tu vois, trop beau, une belle copie, j'ai quoi. le Blu-ray 1080p standard, mais surtout, pareil, mais ressortez la version Director's Cut, donc la version ciné. Mais sortez tout. On veut des bonus de ouf. Ça faut peut-être le préciser avant de conclure, parce qu'on en a parlé, mais pas trop dans le détail. Effectivement, il y a deux versions de Miami Vice. Et il y a donc la version cinéma, qui est une version qui commence directement dans la boîte de nuit, où tu comprends pas les enjeux et qui est très très déroutante. Et après, comme le film s'est ramassé en salle, les producteurs ont forcé un peu la main de Michael Mann, qui du coup a réintégré une séquence de générique dans le pur esprit de la série qu'il avait complètement coupé à la base. Il a changé 2-3 trucs, il a mis de la rajouté musique, du Phil Collins dans le scène film. discrète avec juste 12 hors-bords, un petit truc léger à couper. C'est vrai qu'il y a une scène qui a été coupée, mais il y a des hors-bords partout. C'est magnifique, ça c'est... c'est des gestes assez fous, quoi. Et donc voilà, si vous voulez découvrir le film tel qu'il est sorti en salle et dans la version la plus proche de ce que voulait Michael Mann, prenez bien la theatrical version, version cinéma, qui est la Director's Cut. Qui est en Blu-ray aussi, le Blu-ray qu'on a regardé ensemble, Stéphane, était la version cinéma. Mais c'est pas un Blu-ray 1080p. Ah oui, c'est un Blu-ray 720. Très bien, c'est rare ça. Il existe, je sais, mais il existe en Blu-ray 1080p, c'est la version rallongée. Okay. Mais je crois que la version elle est dégradée. Ciné, malheureusement, est un peu dégradée. D'accord. Et j'ai, du coup, pour conclure, parce qu'on a aussi quand même parlé de ces nouveaux projets, de l'influence, on a parlé de GTA en pagaille, on aurait très bien pu citer Drive, par exemple, le cinéma de Villeneuve, qui est quand même qui est très proche du solitaire. Quand tu regardes le solitaire, mais un poil plus bête, quoi. Non mais j'entends visuellement. C'est cool, c'est super cool Drive. On se lancera sur Villeneuve un autre jour, on lui réglera. On parlera de Nicolas. Mais donc sur sur l'héritage et sur l'influence majeure qu'ont les films de Michael Mann sur l'industrie et sur toutes les industries, ça on en a parlé. Mais j'aimerais bien connaître vos films préférés du monsieur. Ça peut être les mêmes, on n'est pas là pour... vous pouvez avoir un film en commun ou 3 films en commun même, mais je sais pas s'il y avait des films à recommander ou des films qui vous tiennent à cœur. Moi, du coup, je recommande vivement Miami Vice. Non, mais je blague à part, mais c'est parce que c'est la série aussi, toi, tu recommandes. La série, vraiment, même très... Il n'était pas showrunner, il était producteur exécutif, mais il a mis beaucoup de son univers quand même dedans. Oui. La série est vraiment très chouette parce que c'est vraiment je trouve une fenêtre populaire et touchante sur les années 80. Mm-hmm. Et encore une fois, je répète, c'est un peu plus clinquant, un peu plus fun, etc. Mais c'est vraiment... Le film y est très très fidèle parce que vraiment, je vous jure, il y a des passages très, très sombres dans ce que ça raconte, pas spécialement d'apparence, mais dans ce que ça raconte, vraiment très, très dur. Tu fais, ah oui, ok, putain, ça finit comme ça. En vrai, c'est pour ça que Miami Vice c'est une super adaptation de la série. Oui, parce qu'il trahit l'original, quoi. C'est paradoxal. Il trahit, mais en même temps, il le retranscrit parfaitement. Et il y a vraiment tous les bons trucs parce qu'il y a vraiment tous les personnages sont là, ils s'infiltrent à chaque fois, exactement. Non, vraiment, c'est très très fidèle. Donc tu dirais la série Miami Vice. Miami Vice.
Miami Vice. Non, mais je suis désolé, mais en fait, Mais bien sûr, on a travaillé, ça a été vraiment un coup de cœur, quoi. Un film que la première fois que tu le vois, c'est Julie Lescaut, la 4e fois, c'est Il était une fois en Amérique. J'exagère un peu. Non, mais ce sera notre accroche. Super Miami Vice. Mais non, comment ne pas conseiller Heat, qui est absolument magistral. Tu le vois, enfin, pour moi, c'est un des 10 meilleurs films de tous les temps, facile. Ah oui, clairement. J'ai découvert Manhunter grâce à Alexis il y a peu longtemps, qui est vraiment pareil, très déroutant, très bizarre, mais vraiment très intéressant à regarder, quoi. Donc écoute, on a ton top 3, Alexis. Oh putain, c'est compliqué. Évidemment, ouais, mon film préféré de Man, c'est Heat. Mais en fait, moi, je vais en recommander 2. Ouais. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans l'émission qu'on vient de faire là, mais Public Enemies. Ok. Public Enemy, je trouve ça vraiment super intéressant parce que t'as la confrontation, de stress d'un point de vue technique, t'as la confrontation entre l'image numérique qui est encore plus poussée dans Public Enemies d'ailleurs, et puis les décors et les fringues et l'univers visuel des années 30 et de la Grande Dépression en fait. Et c'est dingue d'avoir ça donne un rendu très étrange. Hein. Moi, quand je l'avais vu en salle, j'étais ado, j'ai rien compris. Par exemple, si vous voulez voir... Parce que tu vois carrément parfois le maquillage de certains comédiens et tout qui ressort de manière très bizarre. Enfin, mais si vous voulez voir à quoi ressemble une nuit dans une ville américaine des années 30, faut regarder Public Enemies et vous vous rendrez compte que c'est pas du tout ce que le cinéma classique hollywoodien vous a vendu, quoi. Il fait genre quasiment nuit noire en fait, et c'est un autre univers. Et puis il y en a un autre qui est le premier film sur lequel il a utilisé les caméras numériques à un niveau à l'époque prototype, qui est Ali, ouais. Et qui est qu'on mentionne pas souvent, mais qui est une tarte dans la tronche, bien énervé, quoi, et qui est probablement le plus grand rôle de Will Smith. D'ailleurs, il en a gardé des réflexes au vu des derniers Oscars. C'est ça, de sa préparation physique. Il a pas tout perdu de sa préparation pour Ali. Non, mais Ali, Public Enemies, c'est vachement bien. Ça marche. Et écoutez, les gars, moi, je vais aller en coup de cœur sur Collateral. Collateral, qui est un film que j'adore, qui me touche beaucoup. Le parcours de Jamie Foxx je sais pas, il y a un truc dans ce film qui me touche, même dans des scènes anodines qui pour certains sont peut-être ce qu'il a réécrit, puisque c'est une adaptation de moins bien, tu sais, quand il rencontre Jada Pinkett Smith au début dans le taxi, tu vois, ces petits échanges là et tout ça, enfin il y a une ambiance dans ce film que je trouve incroyable. Tom Cruise, on en revient toujours à Tom Cruise, décidément, dans ce podcast. Non, mais un jour, il faudra peut-être parler de Tom Cruise tout court, quoi. Pas seulement de Ethan Hunt, mais... non, mais il est incroyable. Sa filmographie est tarée. Hein. Et c'est vraiment plein de le voir jouer un méchant en plus. Mais il est fabuleux. Et une fin très mélancolique, très belle, donc Collateral. Le deuxième, je mettrais Révélation, qui a été une clacasse quand je l'ai découvert aussi, parce que c'est Michael Mann qui commence à avoir des velléités esthétiques qui s'éloignent du classicisme, etc. Je crois pas qu'il y ait de numérique dedans, mais non, il y en a pas, c'est déjà un peu là, tu vois, les cieux incroyables, les nuages qui ressortent, c'est quand Pacino est sur la plage et qu'il est au téléphone et tout. C'est déjà du pré-Miami Vice, quoi, un peu. Et puis, sur une thématique hallucinante, enfin, c'est vraiment... Apparemment, Michael Mann n'aime pas parler de cinéma de genre et de dire qu'il se réapproprie certains genres, tu vois. Mais là, c'est lui qui prend à bras-le-corps le genre du cinéma d'enquête, en fait, de l'enquête journalistique et tout. Et c'est un film magnifique, vraiment, et très méconnu. The Insider en anglais, Révélation en français. Et puis, là, il n'y a pas de doute, pas de mystère. Moi, mon préféré, c'est Heat, quoi. Parce que ça pose Heat, c'est la somme, c'est vraiment le film somme. En fait, il n'y a pas un endroit où tu peux choper Heat ou dire ça, c'est moins bien géré, quoi. Un truc dont on n'a pas parlé, je vais conclure vraiment mon avis là-dessus, c'est les dialogues de Heat, qui sont pour moi une perfection d'anglais. C'était un prof d'anglais, d'ailleurs je le salue s'il écoute, en prépa, qui m'avait intimé de revoir Heat. Je l'avais vu ado et il m'avait pas tant marqué que ça. Et un peu plus âgé, du coup, vraiment en ponçant la langue anglaise et tout, il me dit, mais toi qui aimes le cinéma, mais revois Heat, quoi, et écoute ce film, putain. Et c'est vrai que les dialogues de Heat et évidemment tous les acteurs, tous, même jusqu'au dernier petit rôle et tout, c'est incroyable, c'est un film. Il faut rappeler que Michael Mann, comme on l'a dit, scénarise et dialogue quasiment tous ses films. Parce que même les projets de commande qu'on lui a mis... il coproduit également tous ses films. Il est coproducteur, oui, l'aspect financier lui fait pas peur aussi, quoi, c'est clair. Il connaît la musique.
il a réécrit donc tous les projets de commande auxquels il a été affilié pour avoir un minimum de contrôle, quoi. Notamment Collateral qu'il a transformé à 80%. Pour conclure, et là définitivement on conclut ces jurés sur Miami Vice et Michael Mann, on voulait vous recommander deux choses en fait. Premièrement, la première recommandation, ce serait un podcast réalisé par l'équipe Capture Mag, qui a pris le temps d'analyser toute la carrière de Michael Mann, film par film. C'est un podcast fleuve de 3h30 avec donc l'équipe de Capture Mag. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a des journalistes comme Rafik Djoumi. Là, c'est Rafik Djoumi, Julien Dupuis et Stéphane Moïsiakis. Ils sont tous les trois là. Et Rafik Djoumi. Et c'est passionnant. Ça prend... Alors, c'est sûr que c'est 3h30, hein, c'est un gros morceau, mais là, c'est l'édition... c'est pareil, il y a une Director's Cut. Ouais. C'est l'édition longue, le long format, mais ils l'ont aussi séparé en 3 épisodes. Donc voilà, ça peut aussi s'écouter de manière un peu plus ponctuelle. C'est vraiment passionnant. Et la deuxième œuvre qu'on recommanderait très vivement, on l'a mentionné d'ailleurs, ce monsieur, là, dans la discussion, c'est Jean-Baptiste Aurey, et c'est son ouvrage Michael Mann, Mirage du contemporain, qui est paru l'an dernier, si ma mémoire est bonne. C'est paru, en dernier trimestre 2021. 2021, c'est ça. Et qui est formidable. Et on vous encourage très vivement, ne serait-ce qu'à taper Jean-Baptiste Aurey sur YouTube, par exemple. C'est un monsieur qui est historien du cinéma, critique de cinéma. Et réalisateur aussi. Et réalisateur, bien sûr. On attend son documentaire sur Michael Mann avec impatience, si jamais il nous écoute. Mais qui a donc fait cet ouvrage sur Michael Mann, mais qui gérait aussi un ciné-club dans le Val d'Oise d'ailleurs, à Enghien-les-Bains pendant un temps, et qui avait présenté Miami Vice. Donc il y a une présentation très complète et passionnante du film par Jean-Baptiste Aurey, mais encore une fois, il a écrit des ouvrages sur le Nouvel Hollywood, sur Michael Cimino, réalisé des films sur le cinéma américain. Il est vraiment passionnant, donc n'hésitez pas, on vous recommande très chaleureusement leurs travaux. Je rebondis juste sur ce que tu viens de recommander. Il y a un podcast de ciné qui s'appelle Transmission. Ah oui, bien sûr, oui, Transmission. Voilà, Transmission, j'ai rencontré l'équipe de Transmission au BIF à Bruxelles, donc je les salue s'ils nous écoutent. Et ils ont pour le coup reçu Jean-Baptiste Aurey à l'époque de la sortie de Mirage du contemporain pour revenir avec lui dessus. Donc si vous avez lu le livre et que vous l'avez bien aimé, peut-être écouter le podcast Transmission. Carrément. Pour avoir un petit élargissement, quoi. Carrément. Et puis je rajouterais juste pour finir que si vous aimez Mann, mais en fait vous pouvez peut-être même l'aimer sans même vous rendre compte, je parle aux auditeurs, pas à vous deux, c'est que il fait partie de ce genre de réalisateur qui malgré tout se prend des succès mitigés au box-office, mais qui inspire la quinzaine d'années à venir, que ça soit dans tous les domaines, quoi. Voilà. On parlait beaucoup de GTA, moi je trouve que GTA V c'est un pur produit tiré de Mann, pas seulement dans les hommages premier degré, des reprend telle scène de braquage, dans l'esprit, etc. Tu veux dire. Mais dans l'esprit, dans ce que ça raconte, dans les choix musicaux, etc. C'est marrant, moi, je trouve ça avec le 4, moi, plus. Parce que le 4, il a une fibre vraiment premier degré. Mélancolique, premier degré, tu vois. Ouais. Alors que le 5, il a un côté délirant à la Fast and Furious, par moment. Bien sûr, le 5, pour moi, c'est du Mann un peu délirant, mais dans le sens où... tu vois, dans le côté, alors c'est vraiment un mélange de Michael Mann et de Tony Soprano, quoi, pour GTA V. Pour Michael, ouais. Mais voilà. Et tout ça pour dire qu'en effet, peut-être l'héritage sera là pour GTA 6, qui apparemment, d'après les premières rumeurs, se passerait à Miami. Donc la boucle est bouclée. On va voir ça. Merci en tout cas, messieurs, et on va passer au Back Ridley Scott. Allez, c'est maintenant. Vous allez rester combien de temps à discuter, là? Je comprends pas ce que vous faites. N'êtes-vous pas rassasiés? Ne vous êtes-vous pas assez divertis? Messieurs, je crois qu'il est l'heure, là. L'heure est venue. Je bouillonne. L'heure est venue du famoso Back Ridley Scott. Ça y est. On dit ça avec le sourire aux lèvres parce que voilà, on en a parlé pendant la préparation de cette émission. Il y a du lourd apparemment qui arrive là. Alexis nous parle du sien depuis 3 semaines. C'est déjà, ça. Donc, c'est teasé, c'est reteasé. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus. Je sais pas ce que t'en penses, Stéphane, mais là, moi, j'en peux plus. Je bouillonne. Rappelle le principe rapidement. Le Back Ridley Scott, c'est donc ce jeu cinéma, ce quiz cinéma presque, qui nous propose de relier deux filmographies, enfin deux personnalités du cinéma à travers leur filmographie. Donc, par exemple, Jean-Pierre Bacri et Ridley Scott. Donc, on part, par exemple, de Jean-Pierre Bacri et on regarde un peu les films qu'il a fait et
au final, avec les collaborations, les acteurs, les réalisateurs et peut-être même des techniciens, si vous voulez, qu'il a pu croiser dans sa carrière, on essaye, au fur et à mesure, d'arriver à Ridley Scott. Si vous voulez, en un film, peut-être que Jean-Pierre Bacri a tourné pour Ridley Scott, on ne sait pas, c'est possible. Et voilà. A priori, non, mais voilà. Petit jeu simple et caustique, voilà, pour rappeler, on le rappelle toujours, que c'est pour montrer quelle merveilleuse famille c'est le cinéma. C'est le cinéma, mais Voilà. bien Ah sûr. bah oui, c'est une grande famille. La grande famille. La grande famille du cinéma français Et donc, international. sans plus attendre, parce que le Honneur à suspense... l'invité. Ah bah oui. Ah bah. Alors là, il n'en saurait être autrement que de Alors. donner la priorité à Moi Monsieur Alexis. j'en ai deux, un que je vais vous faire maintenant, qui n'est pas celui que je vous ai teasé, mais qui est déjà pas mal, qui est faisable, un peu difficile mais faisable, et il y en a un deuxième, en vrai c'est juste pour la vanne parce que ça va être très compliqué. On va commencer, je vais vous demander les amis de relier deux idoles, hein, à savoir François Cluzet, alias le parrain de ton fils, et Cary Grant, Oh merde. Oh putain. la vache. et sachez que c'est faisable en 3 coups. En 3 coups. Oh, Cary Grant, alors là, ça c'est terrible. Hein. Attends. Le grand détournement, ça peut compter ou pas? Pourquoi pas, ça pourrait être rigolo, mais... Parce que Cary Grant... Il est pas dedans, mais je faisais des liens. Déjà. C'est James Stewart qui est dans la classe Oui, américaine. mais justement, je pensais faire Cary Grant, Hitchcock, James Stewart pour Attends. penser à venir par. Alors moi déjà, j'ai envie de faire Cary Grant cinéma français, tu vois, histoire de retomber un peu sur nos pattes. Est-ce qu'on aurait Cary Grant cinéma français? C'est chaud, putain. Ce qu'il a... Bah il y a l'idole. Est-ce que James Stewart joue dans Le Jour le plus long? James Stewart? Ouais. Non. Je crois pas. Cary Grant est dans le jour le plus Non, Non plus. parce qu'il y a quand même. Pourquoi Parce que tu vois, film. C'est François Cluzet dans Le Jour le plus long. Non, mais, mais film- bon axe parce que film d'époque, multinational, ouais. film d'époque Ah, avec un avec du casting monde. international. Dans Paris brûle-t-il? Non, je sais pas. Parce que on pensait, tu vois, Cary Grant, Hitchcock, James Stewart. Est-ce qu'Hitchcock n'a pas joué avec un acteur Attends, qui joue il y a dans- pas un film où il y a Audrey Hepburn et Cary Grant? Si. Je crois que je tiens C'est quelque pas chose, les c'est pas copains. l'impossible. Alors il y en a Mais non, mais c'est plusieurs, pas, je c'est pas crois. Charade? c'est Charade de Stanley Stanley Donen. Donen. Alors, Ouais. Charade, Stanley Donen, Audrey Hepburn, Steven Spielberg, Always. Steven Spielberg, Mathieu Amalric ou Nathalie Baye. Et là, Nathalie Baye, François Cluzet. Nathalie Baye, c'est dans Arrête-moi si tu peux. Ouais. En gros, il y a du français là. Il y a du français. Amalric, Bravo, Amalric, déjà. Cluzet. Est-ce qu'on a ça? J'ai pas. Nathalie Baye, Cluzet. Il y a Nathalie Baye, Cluzet. Il y a forcément. Mais surtout que attention, il n'y a pas que Mathieu Amalric comme acteur français dans Munich. Oui. Et il y en a Michael peut-être- Lonsdal. il y en a peut-être un qui est Michael plus Lonsdal. évident. C'est pas celui-là que je pensais. Il y en a peut-être un qui est plus évident pour revenir vers Cluzet. Ah ouais? Ouais. Ah, Kassovitz. Il y a Mathieu Kassovitz. Il y a Mathieu Mehdi Nebou Kassovitz. aussi. Et Mathieu Kassovitz, ouais. Moi, c'était pas Kassovitz que je pensais. C'est vrai c'était un autre, ouais. Bah, Qui a un second rôle hein, dans Munich, mais qui est un Bah, acteur français de premier plan. dans Munich? Ouais. Bah attends, Michael Lonsdal, Mathieu Amalric, Mathieu Kassovitz. Ah, je vois pas qui. Il y a Marie-Josée Croze, il y Et a. Marie-Josée Croze, Il effectivement. y a Valéria Bruni-Tedeschi, je crois. mais... Ouais, mais dans une. Alors, un rôle de premier plan. Ah, je l'ai plus. Enfin, Mais c'est- pourquoi je bug? Ouais. C'est de mémoire la séquence. Je crois qu'ils sont pas encore à Paris à ce moment-là, mais ils vont bientôt y arriver. Yvan Attal. Voilà. Il y a Yvan Attal. Il y a Yvan Attal. Et Yvan Attal. Bah attends, François Cluzet, c'est quoi? François Cluzet, c'est les petits mouchoirs. Je suis en AVC depuis, Ouais, depuis Audrey Hepburn. Attends, enfin, mais tu François vas- Cluzet, François Cluzet, c'est les petits mouchoirs. C'est C'est ne le dis à personne. Avec Marie-Josée Croze. Voilà. Ah putain. Bravo. Tu peux le résumer peut-être pour les auditeurs. Tu peux résumer ton. Alors, moi je pars de Charade de Stanley Donen, donc Cary Grant, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn joue chez Steven Spielberg dans Always. Steven Spielberg a réalisé Munich avec Yvan Attal. Avec Marie-Josée Croze. Avec Marie-Josée Croze, Marie-Josée décidément. Croze avec François Cluzet, on ne le dit à personne. Voilà. Donc on l'a en 4 là Là, ou tu c'est l'as en 3? 4. En 4 Ouais. Donc tu l'as en 3. Moi, j'ai en 3. Ouais. Eh ben bravo. Est-ce que voilà, Sur le j'ai cinéma français, Stéphane, il y a. Non, mais, Non, sur la carrière de Cluzet. Pourtant, tu tiens bien. Je suis le parrain de ton fils. Ah non, tu le tiens pas, non? Vous l'avez mieux que moi, hein, je pense. Ah ouais Ouais. Ok. Bon. Tu veux pas le tenter 3, soleil, tu te retournes. Tu veux pas le tenter Ah oui, non, attends, c'est Ouais, Alexis qui l'a. Il est pas mal. Hein. Ouais, Non, non, sur commande, non, Antoine, ça me gêne. Je peux, non. Hein. Disons, il est timide hein, Voilà. aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il lui Il est arrive. réservé. Mais est-ce qu'il nous fait son deuxième ou Est-ce que toi, tu as éventuellement une piste pour relier Cluzet et Cary Grant en moins de 4 coups Non. ou... Non.
Non, Je peux vous donner ma solution. Allez, vas-y. C'est un peu tiré par les cheveux. Donc, évidemment, Cary Grant a joué plusieurs fois avec Alfred Hitchcock. Ouais. Hitchcock a dirigé Laurence Olivier Oh. dans Rebecca. Oh là 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 là. c'est Laurence bon, ça. Olivier joue dans le Spartacus de Kubrick Comme François Cluzet. avec Peter Ustinov. Et dans le grand film multinational sur la Révolution française, Peter Ustinov joue Mirabeau et Cluzet joue Camille Desmoulins. Et bah. Je savais même pas qu'il y Donc avait ça fait un film sur la Révolution française. Quoi, Laurence Olivier, Peter Ustinov. C'est et quoi, Tadeusz François Cluzet. c'est quoi ce film sur la Révolution C'est française un dont tu parles diptyque réalisé par Robert Enrico. Et, sérieux? Ouais. Et Richard Efron, qui est un réalisateur britannique, je crois, en 2 parties avec Jamais entendu parler de la ce film. Révolution puis la Terreur. Ok, avec Peter un casting Ustinov dingue. avec Il y a François Jean-François Cluzet. Balmer en Louis XVI, il y a Jane Seymour en Marie-Antoinette, il y a C'est mortel ça. ouais, il y D'accord. a Sam Neill qui fait Lafayette. Alors vraiment c'est fou. Le casting est taré. Les deux, en vrai les 2 films sont un peu chiants, mais le casting C'est est une meilleure reconstitution de la Révolution que Les Visiteurs à la Révolution ou pas très certainement. Même si un peu tenté d'anti-robespierrisme, un peu vénère. On a vu aujourd'hui que des fois il faut voir un film plusieurs fois, donc peut-être on est peut-être Sur celui-là, on fera passé peut-être à côté. On fera peut-être un podcast sur Les Visiteurs à la On est Révolution. passé à côté un peu des Littéraires Je vous Révolution. garde Il y a plus de lait. Je vous garde le bonus. Le bonus. Pour après. Ok. Stéphane, je t'en prie. À moi? Feu à volonté. T'es sûr? Ah, je suis chaud. Ok, vous faites les malins. Non, mais attends. Alors, bon, comme je vous le disais, moi je pense que vous allez soit le résoudre en 30 secondes, soit en 3 heures. Allez. Alexis, Antoine, reliez-moi Ingmar Bergman à Vincent Moscato. Il est incroyable celui-là, putain. Putain, ok. Alors, c'est jouable en vrai. Hein, je Ingmar pense. Bergman, Vincent Moscato. Alors, Bergman, putain. Alors, mais moi, jouable. le problème, c'est que je suis désolé, les gars. Hein, La filmo mais de Bergman, La ouais. filmo de Moscato, moi, c'est pas. Oh, bon, moi, j'aurais dit l'inverse à titre perso. Si t'inquiète, on va trouver. Alors, Bergman, Bon, déjà, Bergman, faut aller sur un truc. Max simple. von Sydow. Bergman, Max von Sydow dans Le 7ème saut. Donc, Ou Max dans von aussi. Sydow, maintenant, là, on peut décliner. Cinéma français, Max von Sydow. Il joue pas dans Un homme et son chien? Max von Sydow. Attends, mais quoi? Je sais pas. Alors, ça je l'ai pas. Mais Il me semble voir un truc avec Bébel vieux, tu vois? Oui, bah, bien sûr, Un homme et son chien de Francis Ouais, Huster. ouais, mais il y a Max et von Max- Sydow dedans. Peut-être que je dis une énormité, mais. Il faut vérifier. Est-ce que tu peux vérifier, Stéphane, Non, mais du coup, tu- trouvons autre chose. Max von Alors, Sydow, attends. Max von Sydow. Putain, là, ça devient compliqué. Le nom de la rose? je vérifie en attendant. Il joue dans Le nom de la rose ou pas, Max von Non. Sydow? Non, je croyais. Non. Bah, tu sais quoi, prenons un film hollywoodien de Max von Sydow, parce que c'est quand même ce qui va être puissant. On va repasser par Spielberg. Bah, Minority Report. Ouais. Tu veux repasser par Munich pour avoir le cinéma français? Bah, peut-être je vais faire ça. Hein. Peut-être je vais y aller comme un enfoiré. Minority Report, donc Steven Spielberg, Attends, mais Munich, mais en fait, Yvan vraiment, Attal. je Et alors, n'arrive- comment arriver à Je Vincent n'arrive pas Moscato? à penser à... Ah, mais j'en ai un, moi, de Vincent Moscato. Lequel? Bah, il joue dans Vercingétorix avec Christophe Lambert. Bravo. Mais je crois putain. qu'il joue aussi dans Tais-toi de la Francis légende, Weber. hein. la légende du druide roi. Bravo. On peut relier Ingmar Bergman et Vincent Moscato avec une seule personne Non. entre deux. Bah, Christophe Lambert? Ah mais non, mais putain, mais Max von Sydow joue dans Vercingétorix. Ah, Incroyable. Oh la vache! je vous ai un peu spoilé. Ah ouais, mais Eh c'est oui. trop. Mais merci, mais vous. Ah! Eh oui. Oh, j'avais oublié ça! C'était ça la porte. Il a, c'est- on il a peut- tourné avec Vincent Moscato. Il n'y a qu'une seule personne entre Ingmar Bergman et Vincent Moscato. C'est incroyable! Et en effet, Oh, mais en, quelle en grande famille c'est le cinéma quand en même, les pont de amis. secours, tu pouvais passer par Spielberg, par Minority Report. Voilà, j'avais pensé à Spielberg à bosser avec Tom Cruise. Tom Cruise a bossé avec Jean Reno dans Oui. Mission Impossible. Enfin, Jean Reno, Reno. tais-toi. Il joue dans Tais-toi, on est d'accord. Ouais, Moscato, j'étais pas voilà. sûr, mais. C'était- C'est vrai. C'était Oui. c'était le pont de secours, mais il y avait le beau move que bravo, vous avez. Mais c'est Comment ça, incroyable. trouvé Alors là, j'en reviens pas encore. Vincent Moscato joue dans Vercingétorix avec Max von Sydow et on le rappelle le nom du personnage de Vincent Moscato qui C'est est Moscato. Moscatos. Absolument. Incroyable. Incroyable. Alors là, pour le coup, on l'embrasse. C'est une lourde Voilà. idole. Le Si Brevard vous n'avez pas français. vu le spectacle de Vincent Moscato, Je connais pas. c'est le one man show, je crois. Mais show, c'est H-A-U-D. Ah! Voilà. Non, mais Parce Vincent que le mec est Moscato, très chaud, quoi. le Moscato Show, c'est idole. Donc, bravo. Et bravo pour ce bac Ridley Scott. Pas piqué d'âne. J'ai un peu une Est-ce que tu en dépression. as un deuxième? Non, moi j'en avais prévu qu'un, mais j'ai un peu cette dépression postnatale parce que j'étais tellement fier quand je l'ai trouvé, j'ai Ah, fait un il est j'ai hâte magnifique. et maintenant c'est fini. magnifique. Je passe à autre Antoine. chose, quoi. Bon, alors, le mien est comment dire. Moi, en tout cas, le chemin que j'ai trouvé est long. Il n'y a Donc, pas Max von Sydow dans Un homme et son chien. Non, mais j'ai dû bugger ma on pourra race. Non, mais j'ai dû confondre avec Francis Huster. Ouais, certainement. C'est rien à voir, quoi. Alors, messieurs,
Si, il y a Max Allez, les gars. Il y a Max von Sydow qui joue le rôle du commandant dans Un homme et son Mais les chien. gars, ça, Pardon. je suis allé le sort, mais je suis pas. Wow. Parce que j'ai pas vu Un homme et son chien. Donc j'ai dû voir la bande-annonce. Non, mais dans les tréfonds Bravo. de ma mémoire. Je sais pas où je suis allé Bravo. chercher ce truc. Messieurs, s'il vous plaît, veuillez me relier Jean-Pierre Léo et Michel Yeo. Oh. Jean-Pierre Léo, Michel Yeo. Ouais. Vous commencez par, comme d'hab, comme vous voulez. par où vous voulez. Attends. J'ai un chemin qui. Alors j'ai un chemin très long, hein, mais Moi, je pense que je peux l'avoir un peu de coup. go. Alors je n'attends, moi, je, vais à je n'attendais que ça de toi. Par Bah, écoute. Léo, Truffaut, Spielberg. Ouais, attends. Attends, c'est chaud là. Michel Yeo, hop. Ah Ah. Oh, attends. Et vous pouvez même passer, si vous voulez, Jean- si le cœur vous en dit, par la thématique de notre émission, à savoir Michael Mann. Moi, je suis passé par Michael Mann. Toi, t'es passé par Michael Mann. Ouais. Bah, moi, Il y a un moment où je passe par Michael Mann. Attends. Jean-Pierre Léo a joué. Ah putain, attends. Wow, j'ai mon cerveau qui s'en. Ouais, non, mais- J'ai oublié mon point de Prenez votre départ. temps, on a tout notre temps, les gars. J'ai oublié mon point de départ. Fuck. Ah bah non, mais aussi. Partez du point où vous Je voulez, l'ai. en fait. Je suis désolé, Stéphane, je vais te piquer ton truc. Pic, mais c'est un travail de C'est conférence. collectif, Jean-Pierre c'est Léo collectif, mec, a hein. joué dans les 400 coups pour Voilà. de François Truffaut. Ouais. Truffaut a joué dans Rencontre du troisième type avec Steven On y est. Spielberg. Steven. Oui, Attends. si. Oh, je crois que j'ai mieux. Je crois que j'ai plus de rôle. Je reboot, je crois que j'ai plus de rôle. Sinon, moi, Ken Watanabe a pas joué avec Spielberg. parce que les gars, moi, ce que... On a une passion commune, quand même, tous les trois. Ouais, qui est James Bond. Donc Michel tu passes par Yeo. Demain ne meurt jamais, toi. Oui, on pense à ça. On a pensé Et bah tous ouais, pensé à ça. bah, Mais parce qu'il n'y a pas du, il y a du gros Brosnan, il y acteur. a Jonathan Price. Ah, Jonathan Price. Dans le Demain ne meurt jamais, pardon. Price. Moi, en tout cas, je suis passé par Jonathan Price. Price, je vois Dans quoi il aurait joué d'autre Brésil, Game of Thrones. Le premier, ouais. Brésil. Brésil. par exemple. Avec Robert De Niro. Ah Ça putain. commence à se relier un peu, là. Attends. C'est compliqué, hein, parce Comment que... tu passes de Robert De Niro à Jean-Pierre Léo, frère? Eh ben non, mais tout à l'heure, dans l'autre sens, t'as Ah. fait un autre chemin. T'as fait Robert... Enfin, t'étais à Spielberg, déjà, C'est bien, mais De Niro n'a jamais tourné avec Spielberg. en effet. Mais- Et c'est là où je rajoute des étapes. Pour aller... Parce Ah, que c'est bon, je l'ai. t'en as un. Jean-Pierre Léo a joué avec Truffaut. Ouais. Truffaut a joué avec Spielberg. Spielberg a dirigé Leonardo DiCaprio. Ok. Leonardo DiCaprio a joué avec Robert De Niro, je ne sais plus dans quel film, mais il a déjà joué avec De Niro. Ouais, pas Blessure secrète ou... Si, comme c'est ça. ouais, c'est ça. De Niro a joué pour Luc Besson. Luc Besson a dirigé Michel Yeo. Ah oui, pas mal, dis donc. Attends. Dans The Lady. Ah ouais, Le film sur oui, Roxane Choquis, c'est vrai, Michel Yeo. c'est vrai qu'il y a un lien Luc Besson. Et De Niro. Ouais, Malavita. Ouais, Malavita. Ah oui, celui-là qui sort de nulle part. C'est Ouais. difficile, Ah, mais pas oui. mal, Luc Besson. Hein. Bah ouais, mais je pense. Mais J'avais un chemin plus long, tu vois. moi, je du pense coup. Ah ouais, remarque, je c'est pense peut-être qu'il y a pareil. encore plus court. Je pense qu'il y a plus courant. Eh ben, c'est là qu'on fait un appel à la communauté, parce que celui-là est rotor. Hein. Franchement, il est pas facile. N'hésitez pas à nous envoyer l'itinéraire le plus court que vous trouviez. Moi, je vous donne le mien rapidement. Ouais. Je commence pareil. J'en ai trouvé un autre, mais on va le faire rapide. On reprend depuis Spielberg. Jean-Pierre Léo, Les 400 coups, Truffaut, voilà, Spielberg. Spielberg a dirigé Tom Cruise à 2 reprises. Oui. Tom Cruise a joué dans Le Dernier Samouraï avec Ken Watanabe. Ken Watanabe a joué, si je dis pas de bêtises, dans Tigre et Dragon avec Michel Yeo. Ah bon C'est Shogun Fat. Ouais, tu confonds peut-être avec Shonin Fat. On va la couper, ça. La vanne- ouais, Mais en plus, c'est la même remarque pas- c'est raciste. même- Et en plus, c'est même pas japonais. Là, je c'est un suis chinois, complètement débile. du Japon, Ken Watanabe. Je l'ai trouvé avec un degré de moins. Non, mais je Avec suis le même, je sais pas pourquoi, itinéraire. j'ai- Ah ouais Tu fais Léo Truffaut. J'ai honte. Truffaut je rougis. Spielberg, Vin Diesel dans Le Soldat Ryan. Ouais. Vin Diesel, Michel Yeo dans Babylon AD. Ouh, Bien, magnifique. Mais je crois qu'on a trouvé une Ah, épée là, en termes là, il y a de un Bacri Bacri. Ouais, là, il y a quand même un cadre du Bacri de Lescott, quoi. Et je suis En sûr qu'on effet, peut ouais, faire- il y avait je suis le sûr qu'on peut Babylon faire AD, encore ouais. plus parce que j'ai pensé à Tu genre penses Bunker Palace Hotel de Enki Bilal, dans lequel joue Jean-Pierre Léo, mais il y a tout le cinéma français qui joue là-dedans. Et je me demande s'il n'y en a pas un qui est encore plus proche de Michel Yeo. C'est dans le tas, possible. mais j'ai pas le casting. Mais en c'est tête. chaud. Peut-être que tu peux l'avoir via Kassovitz ou un truc comme ça. Peut-être. Et moi, pourquoi Michael Mann ? Parce que pour relier, en effet, Robert De Niro, j'ai fait Brésil aussi. Je suis passé par Heat. Bah oui. Heat, Al Pacino. Et pareil, là, je pars loin, mais Ouais. Heat, Al Pacino. Al Pacino, la recrue avec Colin Farrell. Ouais. Encore un acteur dont on a parlé aujourd'hui, qui joue dans Minority Report de Steven Spielberg, et on a bouclé Steven Spielberg, quoi. Ok, très bien. Mais un chemin assez compliqué, bravo, hein, parce que... Et comme quoi, Jean-Pierre t'en Léo, avais un Michel deuxième, toi, Yeo. ou pas Non, je Bah, n'en moi, ai je qu'un. vous propose le- Balance le bonus, bah, c'est bonus. parti, c'est maintenant. Ce sera la conclusion. Ça sera la Aussi conclusion. pour votre culture personnelle, je vais vous demander de relier
Vincent Lagaffe Oh putain. Incroyable. avec John Huston. Oh mon dieu, putain. Oh, il est hardcore celui-là. Bah, Vincent Lagaffe, il n'y en a pas 36 000. Hein. Et c'est faisable en 3 coups. C'est le baltringue. Hein. Et il y a qui dans le baltringue? Alors ça, c'est la catastrophe. Il y a... Ah, Il y a qui? ça y est, attends, Ouais, j'ai pas le baltringue j'ai en une tête, porte de donc, sortie là. Il y a un acteur, je suis désolé, je suis vraiment navré s'il écoute cette émission, hein, je n'ai pas son nom, qui joue, qui est l'autre buddy du buddy movie, qui est le baltringue. Et cet acteur joue dans Caméra Café. Alors, je te le retrouve de suite. Mais voilà, j'aime beaucoup cet acteur, en plus il est très drôle. Il a joué, donc Caméra Café, après là on peut partir sur... Enfin on peut partir Bruno Solo, John Huston. On a élargi un petit peu le cercle quoi. Bruno Solo, John Huston, putain. Alors attends, Bruno Solo, est-ce qu'on n'aurait pas des acteurs... Il s'appelle Philippe Cura. D'accord, et Philippe Cura. Exactement, dans Caméra Café. Donc là on est à Solo, Bruno Solo. Est-ce qu'il a Yvan joué... Le Bolloc qui joue dans Kaamelott. On peut partir sur les séries. Et on prend, on prend un guest de Kaamelott. Ouais, un gros guest. Un Alain Chabat. Ouais, bah très bien, Alain Chabat c'est bien. Qui a joué dans La Nuit au musée. Comme ça, on part aux États-Unis. C'est bien ce jeu. On a des méta. On traverse à la fois le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'on veut à la fois se barrer dans le passé et aux États-Unis. Donc, on l'a un petit peu. Il a tourné dans La Nuit au musée. Maintenant, là, ça devient chaud. Il y a Robin Williams. C'est ça, les gars, je connais Walou. Hein. Si tu relis Chabat à Dujardin, on l'a. Chabat à Dujardin ? Oui. Pourquoi ? J'ai un chemin après. Moi, je mets 2 billets sur la table qui confondent avec John Goodman. Non, pour le coup, non. Tu vas alors, attends, Chabat... Quand même, ça doit être... Mais oui, non, mais c'est sûr. On va trouver. Même en une étape, ouais. Oui, Chabat... Et bah, Chabat... Oh non, mais j'ai en 15 étapes. Mais non, il faut trouver quelqu'un qui a joué avec Dujardin. Alain Chabat, c'est quoi ? C'est Prête-moi ta main ? Avec... Charlotte Gainsbourg Dujardin. Mission Cléopâtre avec des... Mission Cléopâtre, Bellucci, Dujardin. Il y a... j'ai Bertrand Blier, mais ça fait une étape de plus, quoi. Tu vois. Je peux éventuellement vous aider un peu. T'en as un là Dujardin, dans Mission Cléopâtre, il y a Gérard Darmon. Qui a très probablement tourné dans un des derniers films de Lelouch avec Dujardin. Ah oui, mais j'ai plus le nom. C'est peut-être Chacun sa vie. Qui était genre l'avant-dernier. Truc avec Johnny là ? Ouais, je crois que c'est ça. Ok, bon bah chacun sa vie. Ok, bah bien. Ouais, donc là, on est à Dujardin. Ouais. Dujardin a joué pour Polanski dans J'accuse. Polanski a réalisé Chinatown dans lequel joue John Huston. Oh là 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 là, les Stéphane, gars. t'as trouvé la dernière étape parce que moi aussi je passe par Chinatown. Mais vous êtes incroyable. Mais je fais beaucoup plus simple parce que il se trouve que Vincent Lagaffe a joué. Non. Quoi Ne finis pas cette phrase. Vincent Lagaffe dans a Chinatown joué de Polanski. une silhouette, un soldat trompettiste dans un film de Marco Ferreri, le réalisateur de La Grande Bouffe, qui s'appelle Touche pas à la femme blanche ou Ne touchez pas à la femme blanche, je sais plus le titre exact. Dans lequel joue Catherine Deneuve. Catherine Deneuve a joué dans Répulsion de Polanski, Huston, Chinatown. 3 coups. Bon, alors, tu admettras quand même que la silhouette de Vincent Lagaffe dans un film de Marco Ferreri, t'es allé la chercher loin quand même. En fait, non, mais je me suis dit, ce serait cool que je relie Vincent Lagaffe avec un mec, tu vois. Et spontanément, je me suis dit, putain, John Huston, ça a rien à voir, quoi. Je vais sur la filmo de Vincent Lagaffe pour me dire, est-ce qu'il y a autre chose que le baltringue ? Ouais. Et je vois un film de Marco Ferreri, je clique dedans, et je vois Catherine Deneuve. Et du coup, ça, dans ma tête, ça a fait Deneuve, Répulsion. Et quelle magnifique Chinatown. famille, c'est le cinéma quand même, quoi. Ouais. C'est incroyable. Et bah, en tout cas, on a bien rigolé. Merci messieurs pour ce Bakri de Lescott, ma foi, très drôle et instructif. On a comme quoi, hein, pour les petites têtes blondes qui nous écoutent. Perso, j'ai envie d'aller me coucher là parce que j'ai mon cerveau. Mais pareil là, est-ce que vous imaginez le nombre d'années et de milliers de kilomètres aussi qu'on a fait là ? C'est quelle grande famille celle-ci. On a voyagé, le mouvement qui est au centre de voyage. Nous, on est, pour finir sur le baltringue. Voilà, c'est ça. Des Ferrari au baltringue, quoi. Alexis, merci 1000 fois de ta présence. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci beaucoup Stéphane. Merci Antoine. C'était super. Regardez du Michael Mann. Ouais. Regardez du Michael Mann et écoutez Entourloupe dans l'Azimut. Merci beaucoup. J'espère revenir un jour en tourloupé. Mais alors là, tu es le bienvenu. Peut-être qu'on parlera de No Time to Die, par exemple. Oula.
Le mot est lâché. Je rappelle qu'on est censé dire du bien des films dont on parle. Oui, mais moi, je trouve des qualités. Ah oui, parce que voilà, il y aurait un débat. Entourloupe dans le débat, quoi. Est-ce que No Time to Die est acceptable ou pas, quoi? Oh là là. Bah non, mais ok. Oh là discutons-en à là, l'occasion. halte là, on s'arrête là. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusque-là. Merci pour vos retours. Nous sommes à l'épisode 4 d'Entourloupe dans l'Azimut. On a déjà eu beaucoup de retours de votre part, très positifs, ça nous touche énormément. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, nous sommes devenus publics sur les réseaux et Exactement. Tous vos retours sont constructifs et nous font chaud au cœur. Donc n'hésitez On vous embrasse. N'hésitez surtout pas, notre page Instagram, le compte Twitter où on poste des bêtises, beaucoup, mais pas que. On essaye aussi de mettre des petites infos utiles parfois sur le cinéma et le jeu vidéo. Merci infiniment et à très vite dans Entourloupe dans l'Azimut. Ciao les gars. Ciao. Salut. Bah, bravo. Messieurs. Magnifique. Masterclass.